400 000 euros. Je me dis 400 000 euros, mais j'ai l'impression d'être riche, tu vois. On a chopé un petit jeune là, il a une idée de ouf, la brand elle est incroyable, ça s'appelle Merci Internet. En plus à l'époque, c'est vraiment le moment où on est à fond dans les jeux comme Valkyrie sort sur Prime ou quoi. Et il dit voilà, c'est le faire ces jeux là dans la vie réelle avec un vrai lieu physique à Paris. Je me forme, mais quand je suis pendant 3 mois, des heures de podcast. Comment on gère un lieu? C'est quoi un EBITDA? Qu'est-ce qu'un PNL? Pourquoi je veux ci? Pourquoi je veux ça? C'est qu'en fait, je vais en profondeur. Je me rappellerai toute ma vie un mec de la banque postale qui me dit j'adore votre projet, j'en ai parlé à ma femme. Si je le finance pas, je crois qu'elle me quitte. Et c'est bon, je crois que ça rec. Exactement. Ça fait au moins 1 heure qu'on discute avec Tom. Et du coup, on va continuer la discussion où on en était. En fait, je te demandais si du coup, c'était pas un peu emmerdant. Là, le docu qui était sorti il y a 1 an avec Squeezie, qui s'appelle Merci Internet. Comme toi qui avais du coup déposé la marque avant, je sais pas, tout le monde doit t'en parler de ça, non? Ouais, non, de ouf. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand ça sort, le docu de Squeezie, donc c'est en janvier 2024. Nous, on a déposé la marque en 2023. Donc, on a eu l'idée avec Maxime Blondel, que je salue de The Quest, de s'appeler comme ça. On dépose tout parce qu'on savait que le nom, comme je t'ai dit tout à l'heure, avoir merciinternet.com. Incroyable qu'il était dispo, quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement la guerre, les URL. Ouais, de ouf. Et puis on a eu .com, .io, .fr, enfin on a tout eu, quoi. Il n'y en a pas un qui nous manque. Ouais. Et donc quand il sort, moi direct, instantanément, j'ai la réaction de incroyable. Genre, tu sais, c'est choquant, je le mets en story, trop stylé, tout le monde me dit ok, comment t'as fait? Tout le monde croit que je me suis associé avec lui, tu vois. Pas du tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, ce qui était con, c'est qu'au début, on était premier sur Google. T'as très vite compris qu'on n'était plus du tout premier, que c'était lui qui, tout le monde tapait Merci Internet documentaire. Et aujourd'hui, on a une hyper bonne place sur Google. Aujourd'hui, nous, on essaie d'évangéliser le marché sur le fait qu'aujourd'hui, nous, on a le storytelling qu'il a eu. Merci Internet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a des concepts. Nous, on s'inspire de ces concepts-là pour que tu les revives dans la vraie vie, pour que tu aies de l'immersion. On t'envoie des vidéos après pour que tu communiques. Au final, voilà, t'étais sur Internet, tu viens dans la vraie vie, et le but, c'est que dans la vraie vie, après, tu retournes sur Internet par le biais de partenariats. Donc non, le storytelling était un peu similaire, donc moi, ça m'a fait plaisir. Maintenant, on verra à long terme si c'est bénéfique ou non, mais je pense que dans tous les cas, évangéliser un nom, je pouvais pas mieux rêver dans mon storytelling que ce mec-là. Ouais, c'est vrai qu'en fait, du coup, peut-être que ça te fait gagner du temps. Et de toute façon, dans tous les cas, lui, ils vont pas faire un numéro 2. Donc, en fait, à un moment donné, quand même, ça va un peu s'oublier, ça va un peu tomber dans les méandres. Et toi, en fait, pendant ce temps-là, toi, tu seras en train de faire justement le boulot d'évangélisation, de Merci Internet, qui a un lieu, qui reprend les concepts d'Internet pour les faire irréels, quoi, grosso modo. C'est ça. Bon, de toute façon, on va avoir largement le temps d'en revenir là-dessus. Alors, ce qui est hyper marrant, c'est que donc, toi, tu t'appelles Tom Lothaire, qui fait les présentations lui-même. T'es le cousin des frères Lothaire avec qui moi je suis j'étais au board, on va dire j'ai quelque part dans leur boîte à Plugger, donc on salue tes cousins. Exactement, on leur fait à Bordeaux. Arthur et Louis, et Émile aussi, ils sont trois. Ah oui, et Émile Granvaux quand même. Exactement. Qui fait quand même partie de l'histoire. Et donc moi j'ai l'impression que toi t'es un peu une famille d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux un peu te représenter? Moi, ça m'intéresse aussi de savoir je sais pas, quel type de milieu tu viens, quel type d'étudiant t'étais, c'est quoi ton rapport un peu à l'école, c'est quoi ton rapport à l'entrepreneuriat, dis-nous tout, on a le temps, de toute façon. Ok, vas-y, très clair. Écoute, sur le côté famille, donc tu l'as dit, bordelais, donc voilà, au top, donc avec aussi Périgueux avec ta femme, donc on est dans le même un peu écosystème. Moi, je suis parisien, donc si on revient sur la famille, mes 2 cousins, donc Arthur et Louis, ils ont monté Plugger il y a maintenant 5 ans. Moi, c'était un exemple. Quand eux, il y a 5-6 ans, ils ont l'idée de Plugger. Moi, j'ai beaucoup moins, j'ai 15-16 ans. Parce que tu as 21 ans, on va le dire. J'ai 21 ans. Je pense que tu es officiellement le plus jeune à venir dans le podcast, là. Incroyable, ça fait plaisir. Et donc, tu vois, moi, je les ai toujours vus en mode putain, incroyable. Tu vois, Arthur, il a 27 ou 28, c'est un 97, pardon. C'est vrai que vous parlez comme ça maintenant. Vous dites c'est 1 et vous donnez l'année, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est les 2000, tu vois, je sais pas pourquoi. Ouais. Moi, je suis 2003, par exemple. Ah la vache. Et donc, quand tu chopes une fille un peu plus jeune, tu dis, oulala, faut pas. Tu sais, c'est pas l'âge, c'est les 2000 qui, bon, je sais pas pourquoi, nous, c'est un ratio comme ça. Et donc, tu vois, ils m'ont toujours donné une. Tu vois, à chaque fois, je dis, j'étais en mode putain, trop si, à l'époque, ils lèvent de l'argent. Camille, ce qu'ils ont levé, je crois. T'as peut-être fait gaffe juste de pas taper, je crois, c'est pour le. Ouais, sinon, ça, je me connais avec les mains. Et tu vois, ils me disent, ils ont levé 400 000, tu vois, ils ont levé leur boîte et tout. Moi, ils me disent ça il y a 3 ans et demi maintenant. Je suis en mode, quoi? 400 000 euros? Moi, tu me dis 400 000 euros, mais j'ai l'impression d'être riche, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, quand tu grandis, tu te rends compte qu'avec 400 000 euros, tu fais plein de choses, mais tu vas pas pouvoir faire non plus énormément. Et donc, ils m'ont toujours donné une petite dalle, une petite niaque en mode, mec, entreprends et tout. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans et demi maintenant, de monter une boîte qui s'appelle Coco Mobility, qui est ma première société, qui est la location de scooters en station balnéaire, plus précisément au bassin d'Arcachon, sur le bassin d'Arcachon, qui maintenant est la location de vélo. Et je me suis associé avec Louis Lothaire, qui est mon cousin, qui a monté Plugger. Donc incroyable pour moi, tu vois, l'expérience, elle est... il y a 4 ans, je l'idéalisais en mode incroyable, t'es un exemple, je veux trop faire comme toi. Aujourd'hui, il me donne l'opportunité qu'on s'associe, qui me donne ses process, ses idées.
qu'on brainstorm ensemble, qu'on monte une boîte ensemble. Il m'a pris sous son aile quand même, parce que moi je comprenais rien. Aujourd'hui, tu me dis monte une boîte, je savais même pas que, enfin tu vois, je savais qu'il fallait créer un compte en banque, mais tu vois, j'avais pas eu tous les process. Ouais. Et donc il m'a pris sous son aile et on a créé une aventure de ouf. Une aventure de ouf qui aujourd'hui est récupérée par Valentin. Donc on est 3 associés, Valentin, mon autre cousin, Louis et moi. Aujourd'hui, moi, pour Merci Internet, j'ai dû partir de l'opérationnel parce que sinon c'est un suicide. Je me suis focus que sur un projet. Et eux ont géré cet été cette boîte qui a multiplié son CA par 2, qui a été enfin rentable. Qui va multiplier son CA, je pense, par 2 ou par 3 cet été, avec une multiplication de la flotte par 3, avec des partenariats stratégiques. Ils ont été incroyables. Voilà, tu vois, une belle aventure familiale. Et ça, alors, du coup, franchement, on va essayer de ultra focus sur Merci Internet aujourd'hui, qui est un peu ce qui m'intéresse. Mais si les gens tapent ton blaze sur Spotify, par exemple, il y a un autre podcast où tu racontes vraiment dans le détail cette histoire de Coco Mobility. Exactement. Pourquoi Coco, tu vois, c'est pas un hommage à ta grand-mère? Exactement. Ouais, en gros, tu l'as dit, on a une famille un peu d'entrepreneurs. Mon arrière-grand-mère qui s'appelait Claudette, donc on appelait Mamie Coco. J'allais dire qu'on l'embrasse, mais elle est sûrement plus là. Elle est plus là. Donc, mais elle paix à son âme, elle est partie il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est partie 6 mois avant qu'on monte Merci Internet. Avant qu'on monte Coco, pardon. Et en fait, elle nous a toujours donné cette dalle de, dès qu'on parlait avec elle, il n'y avait pas de problème, elle était toujours entreprends. En fait, elle disait toujours, fais ce que t'aimes, sois toi-même, ne mens jamais aux gens. Et monte un truc, tu vois, ça pourrait être cool. Et quand elle est partie, en fait, on était 3, on s'est dit, on va monter une boîte, on se dit, comment on va l'appeler, tu vois. Et là, je dis, je sais plus qui a l'idée ou quoi, mais on se regarde, on se dit, mais les mecs, on est de la même famille. Et qui nous a donné envie d'entreprendre? Bien sûr nos parents, mais qui a donné à nos parents envie d'entreprendre? La personne qui a créé les boutiques, Lothaire en tout cas, qui a été précurseur de ça. On dit, Mamie Coco, Coco Mobility. Il est où mon coco? Attends, t'as loué ton coco et tout, donc on pensait comme ça marche de ouf. Et on se dit, ok, comment tu veux ne pas y arriver avec ce storytelling-là, tu vois? Elle nous regarde d'en haut et on espère qu'elle est fière de nous. En tout cas. Ok, non mais du coup, donc que les gens, voilà, s'ils veulent l'histoire, tu rentres un peu dans le détail parce que là, on voit très bien le business des jeunes, là, les petits jeunes qui vont monter leur truc de scooter électrique en location. Alors, c'est quoi? C'est au Cap Ferret, Arcachon, tout ça? C'est ça. Au Cap Ferret. C'était qu'au Cap Ferret. Alors, on a changé, tu vois, le modèle. Au début, c'était qu'au Cap Ferret. Après, on a fait tout le bassin avec des partenariats avec les mairies. J'ai fait du business avec les mairies. C'est qu'aujourd'hui, on a fait des appels d'offres. On a été accepté. On a été considéré comme le 5e acteur du libre-service en France. À l'âge de 19 ans, tu vois, j'avais aucun scooter, je louais tout à Cooltra, on avait un partenariat ensemble. Donc, première négociation avec des mairies, première chose incroyable. Et Arcachon nous avait dit non, mais on avait quand même des scooters là-bas. Vous l'avez fait quand même, quoi. Pas en libre service vraiment, mais ouais, un client m'appelle, il me dit je le veux 2 semaines, c'était 900 balles. Bien sûr que je te l'amène, quoi. Pour 900 balles, je dis pas non, tu vois. Donc il y avait des scooters un peu partout. Et aujourd'hui, les scooters sont plus tout notre business principal. On s'est remis sur du vélo, du traditionnel. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait du cash. C'est un business qui est que estival, du coup. Ouais, que estival. On marche 3 mois. Du coup, tes cousins, ils font ça, ils font autre chose l'année, et puis ils font ça l'été, quoi. Ouais, ils font autre chose l'année 100%. Et surtout, maintenant, on délègue. Aujourd'hui, on a des process, on a des partenariats. Nous, mes cousins gèrent surtout l'humain. C'est là où ils sont très bons. C'est-à-dire qu'ils vont créer une relation avec des conciergeries, créer une relation avec des gens qui vont nous mettre en avant auprès de clients, qui sont souvent fortunés. Il faut montrer que tu es professionnel, que tu fais les choses bien. Et après, nous, on délègue ça à des personnes qui, elles, sont saisonnières. Aujourd'hui, le but, c'est que cette boîte, elle fasse du cash toute seule. C'est 70% des bidas, de location de vélo. Ouais, non, on est d'accord. C'est très sympa. Alors, c'est pour beaucoup pas sexy. Moi, ça m'a tout appris. Donc, très heureux d'avoir fait cette aventure. Et puis, voilà, tu vois, on était... à la suite de Cooltra, quand on avait 70 scooters, on était à moins 50 000 sur le compte. Tu vois. Donc, c'est une expérience à vivre. Tu vois, moi, je monte Merci Internet, moins 50 000. Tu te dis merde, tu vis des choses que tu n'avais jamais vécues et bravo à mes cousins d'avoir réussi à remonter la pente. Écoute, en fait, ça c'était le prix pour apprendre un peu plus vite que les autres. Et alors, du coup, c'est pareil, je te le disais tout à l'heure quand on s'est parlé. Ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'ai lancé le podcast La Chapelle Radio il y a maintenant 1 an et demi, le tout premier enregistrement que j'ai fait, je crois que c'était à la mi-septembre 2023, c'est Maxime Blondel. Ouais. Et quand on commence l'épisode, alors du coup, ils étaient vraiment en plein dedans. Vraiment, ils commençaient à bombarder la com sur on est The Quest. Ils venaient de faire le rebranding. Ouais. 22 millions d'ARR. Voilà, et il disait on est le centre de formation en gros pour jeunes talents entre 17 et 25 ans, drop out, enfin voilà. Et à ce moment-là, il me dit là on a chopé un petit jeune là qui est rentré un peu en résidence chez nous. Il a une idée de ouf, la brand, elle est incroyable, ça s'appelle Merci Internet. Et quand il me pitch le truc, moi je trouve ça incroyable parce qu'en plus à l'époque, c'est vraiment le moment où on est à fond dans tu vois genre des jeux comme LOL qui ressort sur Prime ou quoi. Et il dit voilà, c'est le faire ces jeux-là.
mais du coup, dans la vie réelle, avec un vrai lieu physique à Paris. Et donc, c'est marrant que du coup, on rencontre enfin 1 an et demi plus tard, par rapport à toutes ces relations qui nous lient, parce que même dans tu vas en parler tout à l'heure, même dans les investisseurs, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont déjà venus également dans le podcast, qui sont dans mon écosystème. Donc, revenons un peu à ça. Donc, c'était un peu le dernier été opérationnel que tu faisais sur Coco. Ouais. Et là, comment tu chopes l'idée et comment tu en arrives à rencontrer Max de The Quest et comment les choses évoluent. Là, on a le temps, on va rentrer un peu plus dans le détail pour qu'on ait un petit peu le playbook de toute cette aventure. Ok, bah écoute, très clair. Bah écoute, commencement 2 ans avant, Descartes. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui... Descartes, c'est l'IUT, non? Ouais, l'IUT par Descartes, Tech Deco. Moi, j'ai pas fait une école de commerce. J'ai fait Tech Deco, gratuit. Très bien. J'ai appris plein de choses. Ouverture de mon esprit de ouf. Et Maxime a fait la même école que moi et Robin aussi. Et Adams aussi. Medoun aussi. Donc la plupart de The Quest. Qui sont les créateurs cofondateurs de The Quest. Donc ça, je pense que ça m'a aidé dans le fait d'être pris chez The Quest, qu'aujourd'hui, il faut quand même le mentionner. Beaucoup de gens m'envoient des messages. Alors, est-ce que l'accompagnement, etc., est bien? Beaucoup de gens ont des doutes. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Mais surtout, ils prennent pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a une vraie, comment on dit? C'est un feeling, tu vois. Eux, ils prennent un énorme risque en prenant un jeune. Avant, il n'y avait pas de 100 000 balles. Maintenant, quand tu passes 100 000 balles, il ne faut pas que le jeune se parte. Enfin, tu vois, tu donnes 100 000 euros à quelqu'un sur un compte, ils n'ont pas accès au compte. Tu peux très vite divaguer. Donc, tu vois, moi, je pense que ça m'a aidé pour en tout cas pour la crédibilité auprès d'eux. Et c'est cool que tu dises ça, parce que malheureusement, il y a plein de jeunes, de jeunes ou moins jeunes, enfin, beaucoup de CEO qui ensuite essaient un peu d'effacer les startup studios de l'histoire et qui reconnaissent pas à quel point les startup studios sont importants dans le début, dans le take-off d'une startup ou d'une boîte. Donc, je te rends hommage là-dessus, c'est cool que tu dises ça et on embrasse très fort toute l'équipe. Max, Panam, Adam, Robin de The Quest qui franchement, ils ont créé un truc ils sont qu'au début, je pense, mais qui est formidable. Quoi. Mais on reviendra là-dessus parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, beaucoup de gens réfléchissent là-dessus, à part le mec de Aircall, qui lui met en avant le startup show qu'il a aidé. Aujourd'hui, moi, je mets tout le temps en avant et je dis que c'est grâce à eux que j'ai monté ça. Concrètement, moi, quand j'arrête l'école, donc j'étais parti sur 3 ans, IUT. C'est l'IUT, tu peux le faire en 3 ans maintenant. Donc du coup, moi, à la fin de la 2e année, j'étais en alternance, etc. Comment je vais chez The Quest? 2 ans avant de commencer Descartes, je suis au Cap Ferré. Je suis dans un endroit qui s'appelle, un bar dansant. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle le Selfish. Bien sûr, le Selfish. Voilà. Là-bas, tout le monde, il n'y a qu'un endroit. Hein. Je sais pas, tu vas que là-bas. Et je rencontre Panam à ce moment-là. Alors écoutez bien l'histoire parce qu'elle est drôle. J'ai Panam, Pierre Paris. Hein. Pierre Paris, pardon, pour ceux qui ne savent pas. Pierre Paris. C'est vrai qu'on parle comme s'il n'y avait que les gens de notre écosystème qui écoutaient. Quoi, tu vois. De ouf. Pierre Paris, donc, qui fait partie de The Quest. Donc au Selfish, il faut se rendre compte quand même, sans être too much, il y a quand même des filles très jolies. Tu vas pour boire des coups, tu vas pour profiter avec tes amis. Tu es en plein été, on est 15 août. Hein. Donc il y a un monde de dingue. Et ce mec-là, tu sais pas pourquoi. Donc il a 25 ou 27 ans à l'époque, moi j'en ai 17, il y a presque 10 ans d'écart qui nous séparent. On va commencer à parler. Et ça va durer 2 heures, l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives à 23h30, pendant 2 heures de base, t'as qu'une envie, c'est de parler avec tes potes, draguer, faire ce que tu veux, quoi, ou tu fais de ta vie. Là, on parle pendant 2 heures, le mec me dit, ouais, je monte My Secret Company, à l'époque, qui est maintenant The Quest. Ouais, je dis, ok, c'est quoi ça? J'avoue, je comprends pas grand-chose, tu vois. Mais à l'époque, moi, donc j'ai 17 ans, il n'y a pas encore les Reels, Oussama Hamar, tout ça, et j'adore The Family, je regarde toutes les interviews, je regarde tous les trucs, je suis vraiment passionné par l'entrepreneuriat. Tu vois, ça, c'est l'erreur de base qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je suis passionné par l'entrepreneuriat, excuse-moi. Et tu vois, il me dit, OK, incroyable, nous, on va monter ça, on cherche. Mais à l'époque, c'était pas le même storytelling, tu vois. Mais il voulait cofonder des boîtes et tout. Il me dit, Oussama Hamar, investir chez moi. Je dis, vas-y, t'as raison, toi. Prends-moi pour un con, tu vois. Au début, j'y croyais pas, mais c'est normal. Tu vois, moi, j'ai 17 ans, tu me dis, je te dis. Parce que The Family était dans la table de capitalisation dès le départ, ouais. Mais tu vois, moi, quand tu me dis ça, tu me prends pour un con. Enfin, tu vois, tu peux pas dire le mec, il est jeune et tout. Donc, moi, je me suis dit, OK, bon, bah, fine, OK. Ce mec-là, je le retiens. Et ce qui était dingue, c'est qu'il m'a vu au naturel. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il a vu mon énergie, il a vu qui j'étais. J'avais rien à prouver, je le connaissais pas. Donc, en fait, naturellement, il s'est dit, putain, c'est qui ce jeune? 2 mois plus tard, je commence Descartes. OK. Et le mec m'appelle avec mon numéro. Il me dit, ouais, je cherche un bras droit. Le CEO. C'est quoi ça? Pierre, il te dit ça, alors que toi, t'as 17 piges, tu viens d'avoir ton bac. Ouais, je viens d'avoir mon bac, tu vois. Il me cherche un bras droit, mais tu sais, pas en full time, je pense. C'est juste à l'époque, tu sais, avec My Secret Company, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Vas-y, mec, chaud, tu vois. Moi, je lui dis, écoute, ah non, moi, j'adore la propale, hein. Mais là, je viens d'STMG. Tout le monde m'a chié dessus. On me prend à Descartes, tout le monde me dit, comment t'as fait? Je sais pas, j'ai travaillé. Alors, ça, personne n'y croit, parce que je me suis fait virer de tous les lycées. J'arrive à Descartes, tout le monde me met la pression, et mes parents me disent, vas-y, tu vas prouver que t'es pas con, tu vois. Alors, tu vois, j'avais des trucs à prouver à moi, aux gens qui m'entourent
et à ma famille, tu vois. J'étais en mode, putain, je suis à Descartes, faut pas me chier. J'ai fait me faire virer au bout de 2 mois, tu vois, pour te dire. Donc tu vois, je lui dis non, merci pour la propale. C'est si prestigieux que ça maintenant, Descartes? Non, mais en fait, on a un petit problème technique. Ouais, c'est prestigieux parce que de 1. C'est dur de rentrer, je crois. Hein. Ah, c'est très dur. C'est très, très dur. Bah, moi, j'étais dans une école élitiste, tout le monde a postulé, personne ne s'est fait prendre, tu vois. Moi, j'ai été pris en STMG parce que j'ai eu un très bon dossier en STMG. J'étais dans le pire lycée de France, enfin de Paris, en tout cas. Mais je me suis buté. Tu vois, je le dis haut et fort. Aujourd'hui, la STMG, moi, ça m'a sauvé la vie. J'ai enfin fait des trucs concrets, je kiffais. Mais moi, j'avais un gros problème, je sais pas écrire. Tu vois, je l'assume, je ne sais pas écrire. Aujourd'hui, il n'y a pas de ChatGPT, je pourrais même pas faire de mail. Et tu vois, ça, c'est honnête. Et on se enfin, Ruben le comprend bien, on est pareil là-dessus. C'est vrai que Ruben, il m'en avait parlé de ça, ouais. Ouais, non, mais c'est un vrai mal-être. Ruben, CEO de Follow, super épisode de la Chapelle Radio, allez le voir, il en parle de ça. Alors, je sais pas s'il dit qu'il est dyslexique ou quoi, mais. Je pense qu'à l'époque, tu le sais pas, hein, il est plus âgé, donc je pense que tu n'avais pas de test. Moi, aujourd'hui, je suis dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, TDAH. Bon, TDAH, ça n'a aucun rapport, mais ça aide pas non plus. Vous aimez bien ça, votre génération, les trucs en style alors, et tout. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de. C'est la mode. Moi, tu vois, j'ai été diagnostiqué, tu vois, je suis pas autodidacte. Hein. Moi, je suis diagnostiqué, je suis par un psychiatre. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 5 ans. J'ai eu un PAP toute ma vie au lycée. J'ai eu un PAP quand j'étais en école supérieure. Aujourd'hui, tu vois, tu tapes. Enfin, je suis considéré comme j'ai passé mon bac dans la classe handicapée. Ah ouais? Ouais, non, moi, j'ai eu un gros problème, j'ai pris de la Ritaline pendant des années. Mon école, elle m'a forcé à le faire parce que, en fait, j'étais une pile électrique, tu vois, je tenais pas en place. Et aujourd'hui, ça m'a sauvé, moi, j'ai arrêté ce médicament-là. Je le conseille à tout le monde de jamais en prendre, c'est une vraie drogue. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Et donc, tu vois, ça m'a forgé parce que, tu vois, quand je me fais virer pour aller en STMG de ma première école, qui est une école élitiste, je suis qu'avec des gens, c'est des machines de guerre, mais tu vois, ils parlent pas avec les mains. Moi, j'ai été, tu connais un peu ma famille. Du côté bordelais, qui est une famille commerçante. La famille commerçante, c'est-à-dire qu'on parle avec les mains. On est moins intellectuel, mais on aime l'humain. Et moi, depuis que je suis petit, mon père m'a toujours appris à parler avec les mains, pardon. Et tu vois, quand tu arrives dans une école élitiste, et quand tu es petit, tu vois, tu as une mère styliste, tu t'habilles de manière un peu spéciale, et qu'en plus tu parles avec les mains, tu parles fort, direct, tu es différent, tu vois. Et en fait, comme tu fais t'es un parmi tant d'autres, moi, je me suis fait harceler pendant 7 ans. Tu vois, donc c'est long, hein, du CE1 à la 4e, grosso modo. Et donc, en fait, tout ça, ça te forge. Ça te forge de plus en plus, tu grandis et tout. Et en fait, quand tu te fais virer en 3e pour aller en STMG, tu te dis putain, en fait, ta vie est finie. Enfin, tu quittes une école élitiste, ou à ce qui paraît, t'es l'élite. Pourquoi élitiste, t'étais où? Comment? T'étais où? J'étais, je vais pas dire le lycée parce que ça serait horrible pour eux, mais j'étais dans le 6e. Mais c'était un lycée professionnel et technologique. Il n'y a pas de général. Tu vois. Donc, pour la France, quand t'as pas de lycée général dans ton lycée, t'es considéré comme une vieille mère. Tu vois, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Mais attends, mais donc du coup, c'est pas un truc élitiste alors? Ah non, le deuxième, pas du tout. Mais le premier, le premier, je peux te dire Sainte-Geneviève-d'Anières. Ah, mais oui, Sainte-Geneviève, on connaît. Ouais. T'as compris. Donc, je me fais virer. Bien viré même. Tous mes potes avant, mes meilleurs potes se sont fait virer avant moi. Et moi, j'étais le dernier sur la liste. Tu vois. En 3e, bam, j'ai eu 4 à mon bac blanc, à mon brevet blanc de français. Alors, on te dit que quand t'as 4 au brevet blanc, oui, ça passe pas. Et donc, du coup, ils me disent, monsieur Lothaire, partez gentiment. Donc là, t'as ta mère qui pleure. Mais j'ai la chance d'avoir un père qui a dit un truc fort, et je tiens à le préciser, puisqu'on parlait un peu famille. Quand moi, je me fais... on annonce, de base, je devais passer en seconde. Ils avaient dit, ouais, vous passerez et tout. Enfin, tu la connais, deuxième semestre. Oui, vous inquiétez pas, votre père. Okay. En juin, il me dit que je passe pas. Donc, en fait, moi, j'ai pas pu faire de back-end. J'ai rien. Donc, en juin, on me dit, ouais, soit tu redoubles, soit tu dégages. Je dégage où? T'es marrant, je suis en banlieue. Enfin, t'es un ouf, toi. Et donc, mon père prend rendez-vous. Donc, t'es en rendez-vous avec la directrice. Et là, il y a un truc très fort, et c'est là où je le mentionne parce que je pense que peu de parents auraient fait ça. On va dans le bureau de la directrice, et la directrice, en fait, donc je suis avec ma mère à ma droite, je suis au milieu, mon père à ma droite, moi au milieu, et ma mère à ma gauche. Ma mère qui est très proche de moi, hein, qui veut, c'est hyper, voilà, qui a peur de moi, pour moi et tout, etc. Et la dame, enfin la prof en question, enfin la directrice en question, répond à des coups de téléphone. Parle de mon avenir, tu vois. Mon père, au bout du premier, il dit rien. Au bout du deuxième, il me commence à tilter, et moi je le connais, tu vois. Il regarde ma mère, et quand il regarde comme ça veut dire que ça va partir, tu vois. Et là, il y a un mec qui ouvre le bureau, qui rentre dans le bureau et qui lui dit oui, il faut faire un truc. Elle se lève, okay. Elle part du bureau et elle revient. Quand elle revient, mon père, il tape sur la table. Il tape, hein, ça, beaucoup très fort. Il dit, vous foutez de ma gueule? Ils vont me parler comment? Moi, je m'en bats les couilles de quand je vous parle. On parle de même dans mon fils, vous partez là? Vous pourrez vous répondre au téléphone? Vous êtes malade. J'ai une question. Vous voulez le virer, pourquoi là? Parce qu'il sait pas écrire? Ok. Il est chez vous depuis quel âge? Le ECP. Okay. En CP, on apprend à quoi? Lire et écrire. Moi, je l'ai éduqué, mon fils. Par contre, toi, tu dois lui apprendre à lire et écrire. Vous l'avez pas fait, il a des maladies, il a fait un PAP, il a pris la Ritaline, il a fait tout ce que vous voulez. Vous voulez pas de lui? Ok. Il a combien? 11, tu vas lui mettre 13. Ok. Et moi, je vais signer le papier. Il était tellement énervé, elle lui file le papier. Il est tellement énervé. Il part sur une autre table. Tu sais, souvent, tu as le bureau de la directrice et après, tu as une autre table pour faire leur réunion. Tu vois. Il prend le stylo, il casse la. Tu sais, il veut signer, il déchire la feuille.
Il dit, vous m'en redonnez un. Il lui a parlé, mais d'une manière où personne lui a parlé comme ça, tu vois. Personne. Ma mère, elle pleure. Moi, je suis shooté, tu vois. Ma mère, elle pleure, elle dit, Antoine, tu te calmes. Je dis, non, mais toi, détends-toi. Je vais gérer la situation parce que là, on se fout de ma gueule. Donc, il lui dit ça. La fille, elle le prend très mal. Elle lui dit, vous n'avez pas à me parler comme ça et tout. Tu respectes pas mon fils, je te respecte pas. Clair, net, précis. On se barre. Donc là, je suis viré. Là, il n'y a pas de débat. Là, c'est fini pour moi. Tu vois. Oui, là, il n'y a pas besoin de regarder la VAR et tout. C'est bon. Là, c'est fini. Par contre, cette scène, elle me marquera à vie parce qu'on ressort du bureau. Ma soeur qui elle a fait cette école, qui était très forte à l'école, que j'embrasse aussi, qui est énorme. On a un groupe. Il appelle ma soeur. Il dit, je l'ai éclaté. Et je dis, mais papa, ah non, mais là, j'en avais besoin. J'en avais besoin. Et t'imagines, tu sors d'un rendez-vous. De base, tous les parents diraient, putain, hein? Mon père, il dit, je l'ai éclaté. À la fin, bon, voilà, l'histoire veut que ça se finisse bien. J'aurais pu finir dans un lycée pourri, pas me mettre le doigt au cul, tu vois, et finir comme une merde. Aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai fait. Mais tu vois, ça m'a boosté. Tu vois, quand tu vis cette situation-là et que tes potes, tu vois, qui sont de fenêtre, voient ce qui se passe, directement, t'as ce truc de putain, ok, tu vois, j'ai été harcelé pendant longtemps, ce côté un peu avec les mains. Aujourd'hui, mon père m'a prouvé incroyable, tu vois. Et ça m'a boosté. Et après, voilà, je suis parti en STMG. Et de la STMG, je suis allé à Descartes. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que de tout ce groupe d'amis, on était 30 dans cette école-là, j'en vois plus aucun à part mes meilleurs amis que j'ai depuis 15 ans. Tout le reste, à partir de quand je suis arrivé à Descartes et qu'ils m'ont dit comment t'as fait et que je leur ai dit j'ai su chez le proviseur et qu'ils y ont cru, je suis parti. Et je n'aurais plus jamais donné la parole. Ok, alors, je comprends. Et du coup, tu vois, on a fait une belle digression parce que du coup, on était à Paname. Oui. Pierre Paris, qui t'appelle encore une fois, que tu as rencontré en boîte, avec qui tu as discuté, avec qui vous avez échangé les numéros, etc. Il te rappelle et il dit j'ai besoin d'un bras droit. Ouais. Et il avait eu un feeling avec toi. Il s'est dit, tu sais, en plus, moi, je les connais et on réagit un peu pareil. En fait, c'est qu'il a vu un potentiel. Et en fait, cette proposition, c'est plus on va le rapprocher de nous pour le surveiller. En fait, encore une fois, le même délire que le centre de formation. Le centre de formation qui vont chercher des gamins qui ont 12-13 ans, etc., qui disent écoutez, on va les suivre pour voir si on peut les amener jusqu'au professionnalisme, quoi. Exactement, c'est ça. Hein. Et en fait, moi, du coup, ça, je dis non. Et 2 ans plus tard, avec Coco, j'ai besoin d'automatiser. J'ai 70 scooters. Et moi, je comprends rien. Tu sais, t'as une flotte. Enfin, faut pas chier, tu vois. Et à un moment, il fallait que je gagne du temps. Il fallait que j'automatise un bail. Et ce mec-là, moi, je le suivais. Et il s'était appelé Paname Automatisme. Exactement. Donc, je me dis, le mec, il fait que des trucs sur l'automatisation. Il passe dans des magazines d'automatisation. Je me dis, c'est le mec. Ah, il s'était brandé. C'était le mec de l'automatisation sur LinkedIn, quoi. Et donc, du coup, je le contacte. Et j'ai remis le message sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Je dis, hello, Pierre. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Je suis Tom. On s'était rencontrés. Tu sais, le message vraiment en mode de, hello, j'existe, tu vois. Ouais. Et il me dit, hello, trop cool, incroyable, chambé, trop chaud de t'aider. Prends un call dans mon Calendly, pardon. Je prends un call. Et à ce moment-là, je connais pas The Quest. Okay. Par contre, je sais qu'ils ont monté un mec jeune qui s'appelle Sacha Benamou et que ce mec-là, le même âge que moi, a quitté l'école 2 ans avant moi et qu'aujourd'hui où je te parle, il fait 2 millions de CA et qu'il lève 3 000. Je connais très bien Sacha. J'ai fait un TEDx avec lui à Bordeaux. Okay. On était tous les deux ensemble du coup à Cage et du coup, il m'avait mis en contact avec son associé qui est venu dans le podcast. Ok, énorme. Corentin. Exactement. Ok, très bien. Pour Eva Train. Ouais. Tu vois, quand moi je vois on les embrasse aussi parce que pareil, les deux, ils sont ouf. Ah ouais, Sacha, il est... tu vois, moi, ça m'a rassuré. En fait, quand après, moi, je vois ce qu'ils ont fait, The Quest avec Sacha, je me dis, ok, incroyable. Et quand ils m'en parlent, Paname, je me dis, ok, vas-y. Why not d'en discuter, tu vois. Donc, tu vois, la discussion qu'on doit avoir pour Coco, on en parle 5 minutes. Tu me dis, ouais, bon, t'inquiète, c'est hyper simple. Excuse-moi, professionnel. Moi, j'avais pas aussi simple que toi. Et pendant 25 minutes, il me parle de The Quest. Il me dit, écoute, je vais te mettre en relation avec Julien, de mes associés, tu vois. Rien n'était fait, tu vois. Je rencontre Julien. Ça se passe bien. Mais je le sais a posteriori, là je parle à voix haute parce qu'ils me l'ont dit, tu vois. Mais il me dit, ouais, lui en tout cas, il n'était pas en mode direct, on le prend, tu vois. Parce que lui, il va surtout aller chercher des malades du cerveau, de la tech, tu vois, des mecs, tu te dis... Mais là, tu parles de Merci Internet ou pas? Ouais, de Merci Internet, 100%. Là, t'avais déjà l'idée. Alors, moi, aujourd'hui, j'avais pas l'idée. Par contre, j'étais dans l'écosystème The Quest pour faire le centre de formation. Tu sais, il y a des étapes avant qu'ils te disent oui. Donc, moi, je rencontre Paname me dit Julien, et Julien me dit, ok, pas mal. Et il me dit, je vais te mettre en relation avec Maxime. Et c'est là où tout va changer en fait. Il me met en relation avec Maxime. Maxime m'envoie un WhatsApp, hello, top, viens, on se rencontre, on se fait une visio. Je fais la visio avec Maxime, fit humain. Et moi, de base, je vais chez The Quest avec une idée d'assurance. Parce que bien sûr, il faut que tu aies une idée quand tu vas les voir. Moi, j'ai une idée d'assurance pour père et dans l'assurance. Je me suis dit, vas-y, l'assurance, moi,
je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit. Ma mère, sa famille était dans l'assurance, mon père, etc. J'ai vraiment envie de faire de l'assurance. T'imagines un gamin de 20 ans, il dit faire un business de l'assurance. Ouais, j'avais une super image de toi là, elle est en train de baisser en flèche là, il faut que tu me rattrapes là. Non, mais parce que tout le monde croit que c'est des escrocs ou quoi. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment une idée smart de l'assurance et je pense qu'un jour je la montrerai. Et je leur pitch ça, ils sont chauds et tout. Et surtout, Maxime voit l'énergie. Et là, Maxime, il me dit ok, je kiffe. Et là, les rendez-vous avec Maxime s'enchaînent. J'ai dû en faire 3-4 en visio. Et au bout du 3e, il me dit bon, écoute, l'histoire de l'assurance, ça va pas le faire, quoi. T'as 20 ans, tu vas pas vendre une assurance. Next, tu vois. Il me dit il faut que tu trouves une autre idée. Ah ouais. Et bah là, ça devient plus complexe. Donc moi, j'ai une note iPhone avec plein d'idées. Mais c'est à ce moment-là précis que tu te rends compte que les idées iPhone, c'est des idées iPhone, quoi. Qu'il n'y a pas une qui en vaut plus que l'autre, c'est pourri, tu peux pas pitcher ça, c'est la honte. Tu vois. Et avant notre dernière visio, tu m'as dit écoute, tu sais cette phrase qui est horrible. Ça va être dans une dernière visio, si t'as pas idée, c'est pas grave, tu reviendras vers moi quand on aura une, chill, on est en contact. Pas du tout, phobie. Je reviendrai pas, faut que je l'ai maintenant. Moi, j'ai trop la FOMO, tu vois, un peu comme toi. Tu sais, c'est la phrase vraiment bateau de ouais, bon, peace, quoi, c'était sympa, mais dégage, tu vois. Et 5 minutes avant le rendez-vous, le dernier rendez-vous avec Maxime, je suis sur YouTube et je sais pas pourquoi, tu vois, je vois tes concepts et tout, et je vois le best-of d'une émission qui s'appelle LOL qui ressort, je vois le best-of. LOL qui ressort, ouais. Mission Prime, où ils mettent en gros des stars, genre celui qui avait le plus cartonné, il y avait Jonathan Cohen, Pierre Ninet, Paul Mirabel, vraiment, c'était énorme. Et le principe, c'est qu'ils les foutent pendant entre 6h et 10h dans une immense pièce avec plein de conneries à faire. Et le concept, c'est qu'il faut pas rire. C'est ça. Si tu ris une fois, t'as un carton jaune, tu ris 2 fois, un carton rouge, et le dernier qui rit a gagné. C'est ça. Et en gros, du coup, nous, on s'est dit, OK, moi, je vois ça, je vois le best-of, tu vois. Ça dure 12 minutes. Ouais, là, 12 minutes, tu prends un gros shoot, là. Ouais, tu prends un gros shoot, et puis moi, j'avais déjà vu l'émission, etc. Mais je me dis, quand je la vois, je me dis, pourquoi je le vis pas, moi? Et j'ai cette idée dans ma tête. Mais tu verras bien que c'est qu'une idée, parce que je me dis juste ça. Oui, parce qu'on l'a tous eu. On l'a tous eu. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on s'est tous dit, putain, ce qu'ils ont fait là, je rêverais de le faire avec mes potes. Et on se dit tout de suite, bah, franchement, c'est pas possible. Parce que d'ailleurs, de toute façon, là, je vais spoiler. Parce que toi, après, t'as parlé avec les producteurs, t'as parlé de ça et tout. En vrai, c'est des millions d'euros. Ouais. C'est une équipe, je sais pas combien ils sont une 50aine. Ouais, je sais pas, il y a combien de caméras sur. Plus de 100 caméras dans le studio. Ouais. Donc, du coup, c'est injouable. En fait, tu peux le faire, mais c'est un caprice de millionnaire, quoi. Ça te coûterait une tonne, quoi. De ouf. Mais par contre, l'idée en elle-même, je me dis, c'est pas con. Le rendez-vous visio commence. Mais ça, dans ma tête, tu vois, je venais de voir le best-of, mais j'avais pas du tout l'idée d'en faire un business. Pas du tout. La visio commence avec Maxime. Maxime me dit bon, bah, comment ça va et tout, etc. Je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il commence à me parler normal, tu vois. Bon, ça fait comment depuis la semaine dernière et tout. Je dis, bon, chill et tout. Un peu stressé, tu vois, parce que j'ai pas d'idée à ce moment-là. Et là, d'un coup, il va m'envoyer une note iPhone ou un truc, je sais plus. Il m'avait déjà envoyé une note iPhone, je sais plus quoi. Il me dit, ouais, viens, on se remet sur un note iPhone. Qui lui m'avait envoyé avec plein d'idées, ils ont plein d'idées, un coffre-fort, tu vois. Et là, il me parle d'un truc qui est Las Vegas en bas de chez toi, je sais pas quoi, un lieu physique. Et le Las Vegas en bas de chez toi me tilte pas. Un lieu physique non plus. Mais de ça, je vais dire, attends, tu connais ce concept-là? Ouais. Tu connais ce concept-là sur YouTube? Ouais. Tu connais celui-là? Ouais. Tu connais celui-là? Ouais. Je dis, mais t'as quel âge, Maxime? Il me dit 27 ans. Je dis, bah, moi, j'en ai 20. Et t'aimerais pas le refaire avec tes potes? Il dit, ah, ça, c'est pas bête. Et je lui dis, attends, et en plus, tu le refais, je te filme tout et tu repars avec des vidéos format Reels TikTok des meilleurs moments directement dans ta boîte mail pour que tu puisses communiquer. Ça nous fait du marketing gratuit. Ah putain, j'avais pas ce truc-là. C'est vrai que c'est fort, ça. Eh ben, c'est ça. Tu vois, c'est ça le projet de Merchandise. C'est pas de marketing, nous. C'est tout est filmé. T'as 3 caméras par studio. On a une régie automatisée et on t'envoie 10 vidéos format Reels TikTok des meilleurs moments de moins d'une minute. Mais t'as pas un monteur qui le fait. Non, c'est automatisé. Qui le fait que, mais ça, aujourd'hui, moi, c'était qu'une idée. Mais j'ai trouvé la bonne personne pour le faire. Mais quand moi, je donne l'idée au début, c'est ça. Mais c'est des hypothèses. Ouais. Des hypothèses. Et aujourd'hui, on en parlera après, cette hypothèse est faite. J'ai trouvé le meilleur régisseur de cette planète qui a réussi à me créer une technologie de ouf. Et quand je lui pitchais, il me dit incroyable, mais directement, instantanément, il me dit bon, écoute frérot, ça, je pense que ça existe. Donc, tu vas prendre un VPN. Et puis, si ça n'existe pas, go, tu vois. Ça n'existe pas. Donc, je suis choqué. Je me casse les couilles pendant une semaine entière. Hein. Une semaine entière à me péter la tête de est-ce que ça existe. Il n'y a qu'un truc qui pourrait ressembler, c'est au Japon. Des mecs qui reproduisent des émissions de télé. Dans la vraie vie. Ouais. Et au pire, si ça existe, après, c'est pas dramatique non plus. Hein. Non, mais tu vois, ils voulaient de l'innovation. Ouais. Tu vois, il y avait ce côté-là en mode l'innovation. Et qui trouve la brand? Parce que franchement, Merci Internet. La masterclass, c'est la brand Maxime. aussi. Hein. Maxime, il me dit, au début, moi, j'y crois pas. Au début, il dit, ouais, donc on a l'idée, en mai, je lui dis ça. On déjeune ensemble, on dîne ensemble, pardon. Il me dit, écoute, je te veux. Juste après qu'il me dit, je te veux, moi, je réfléchis peu, parce que ça faisait longtemps qu'on parlait ensemble, donc je savais déjà que je voulais arrêter. J'appelle ma mère une semaine plus tard. Je lui dis, écoute, Mams, je vais arrêter. Elle me dit, OK. Elle me dit pas du tout non. Elle me dit, OK. Pourquoi? Je lui explique. Elle me dit, Dac, je veux juste le rencontrer. Ils se rencontrent.
Maxime a rencontré ta mère. Ah putain, c'est énorme. Donc en fait, c'est vraiment comme dans le centre de formation quand tu veux recruter Mbappé, tu dois aller d'abord voir sa mère et tout quoi. Bah moi, ma mère, en fait. Je t'ai comparé à Mbappé, hein, donc. Bah c'est leur storytelling, tu vois, le Mbappé de l'entrepreneuriat. Non, bah ma mère, en fait, elle savait que j'avais une idée en tête, donc fallait pas aller à l'encontre parce que j'avais fait 2 ans. Elle savait que j'apprenais pas grand chose et que je voulais créer des choses. Moi, je voulais vraiment passer à l'action, tu vois. Et donc elle le rencontre. Et là, elle me dit, ok, incroyable, top. Bah, Maxime, pareil, hein, pour les gens qui le connaissent pas, Maxime Blondel, alias Blondie, donc pareil, un épisode avec Max, et je pense que c'est l'épisode 3, je crois, ou l'épisode 4, bon bref, première saison, quoi, de La Chapelle Radio, puis même taper son nom sur LinkedIn, sur YouTube. C'est... Bah, en fait, franchement, je comprends que vous ayez matché tous les deux, parce que pareil, Maxime, il est un peu comme toi, en fait, il a une énergie qui te transporte. En fait, c'est assez symptomatique, en fait, du coup, un peu de l'ADN qu'a The Quest, donc du coup, qui découle déjà de Maxime, qui est un peu la tête de gondole du projet, et avec des mecs comme toi, en fait, je comprends que ça ait matché avec eux, quoi. Bah, de ouf. Moi, Maxime, il y a eu un vrai fit, tu vois. Quand on dîne ensemble et tout, et qu'il me raconte tout ça, moi, il me dit, non, mais t'inquiète, si tu veux, finis des cartes, tu viens après et tout. Et moi, je suis un mec, pas du tout. Moi, je suis sur une autoroute. Il y a une opportunité. Si je pense qu'elle est plus intéressante, alors j'y vais, tu vois. Et donc, on fait ça. Moi, je lui explique bien que voilà, cet été-là, j'ai Coco, je commence en septembre, tu vois. Et en août, juillet-août, il y a term sheet, tu vois, tu sais, moi, j'avais dit à mon école que j'arrêtais, à mon alternance que j'arrêtais. Moi, j'étais avec eux, tu vois. Donc, je signe la term sheet pour dire que, il y a une vraie rentrée, tu vois. Donc, ça, c'est top. Et il me dit, putain, on va s'appeler Merci Internet. Moi, quand il me dit qu'on a un URL, enfin, moi, j'ai un nom de domaine. Je connais un nom de domaine, mais tu vois, j'ai pas le. Lui, il a l'expérience, moi, je l'ai pas, tu vois. Il dit, on va s'appeler Merci Internet. Je dis, ah ouais, Merci Internet, là. Je te vérité, moi, au début, j'étais pas en mode. Ah, c'est marrant que ça tu vois, ça m'a pas direct. Ça m'a pas tilté direct, tu vois. Moi, la première fois qu'il me l'a dit, la Brent, tout de suite, j'ai fait putain, c'est génial. Bah, t'as l'expérience, tu vois. Moi, tu vois, en plus, tu vois, avec Merci Internet, tu vois tout de suite un peu l'ADN, la DA pop que tu peux faire autour de ça et tout. Et puis en plus, justement, le fait que ça soit Merci Internet, tu peux réutiliser tous les mèmes, toute la culture pop des débuts de YouTube, des débuts d'Internet, tu peux faire plein de choses, quoi. Bah, il avait la vision là-dessus et je lui dis, tu vois, après, moi, je suis très vite, tu sais, je vais répondre, à l'époque, je répondais très vite en mode, ah ouais, non, je vois. Et après, je réfléchis, tu vois. Je parlais avant de réfléchir. Puis j'ai réfléchi, j'ai dit, putain, en fait, arrête d'écouter les gens qui sont autour de toi, écoute-toi, toi. Et moi, je trouve qu'elle est charmée, cette brand. Donc, je dis, ok, vas-y, go, on parle là-dessus. Donc, quand je lui dis go, on a commencé à acheter les noms de domaine, etc. Donc, du coup, on achète tout, on dépose la marque. Et voilà, aujourd'hui, tu vois, Maxime m'a permis de rejoindre The Quest. Il y a eu un écosystème autour de ça. Et chacun, tu vois, a eu. Maxime a été très important au début pour la brand, pour la marque, pour les concepts, etc. Et après, je suis très vite parti avec Robin, qui lui m'a aidé sur la partie financière. Et c'est là où j'ai évolué de malade, tu vois. J'ai changé. Il y a un avant et un après The Quest qui est énorme avec moi. Tu vois, mes proches le disent, je le sens moi-même. C'est The Quest aujourd'hui, ils m'ont changé mais de toutes pièces, tu vois. Aujourd'hui, même si Merci Internet ne marche pas, ce que je souhaite pas du tout et ce que je pense pas, mais ils m'ont changé. J'avais des croyances limitantes, je croyais être le meilleur dans plein de trucs. Ils m'ont dit t'es qu'une sale merde et c'était vrai. T'es nul, t'es jeune et franchement incroyable. T'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. Ouais, grosso modo, en grosso modo, c'est ça, tu vois. Et même, tu vois, il y a des moments où j'ai fait des erreurs de ouf. Et tu vois, ils étaient pas là. Tu vois, moi, j'ai un caractère où tu peux me dire les choses crues, tu vois. Tu vas pas y aller par 4 étapes. Et Robin, à des moments, tu vois, quand je te dis qu'il me disait des trucs dans la gueule, et genre, c'est compliqué, tu vois. Et en fait, ça m'a tellement fait que je me suis remis en question. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Pourquoi je fais ça ? Tu vois, en fait, à des moments, ils te mettent des trucs sur la gueule où tu dis, bon, en fait, est-ce que t'es fait pour ça ou pas, tu vois ? Et au fur et à mesure où tu vas grandir dans l'étape et dans l'évolution de l'accompagnement The Quest, moi, sachant que j'avais pas d'associé, j'étais seul, tu vois. Ils me disent une merde. Vas-y, tu rentres chez toi, que j'habite seul. T'es comme ça, et tu dis, bon, je fais quoi, tu vois. Et donc, non, ils m'ont vraiment fait évoluer. Et tu vois, la rigueur qu'ils m'ont donnée aujourd'hui, c'est grâce à ça que j'ai des investisseurs, c'est grâce à ça que j'ai de l'argent. Parce que sinon, j'avais de l'énergie, mais j'avais moins de rigueur, tu vois. Ok. Donc là, tu vois, si on revient donc, il y a 1 an et demi, c'est bon, vous êtes d'accord. Le nom de code, c'est Merci Internet, un nom de code qui restera la brand finale. Maintenant, c'est bon, c'est cool, hein, on peut se branler sur une idée, tout ça et tout. Maintenant, il va falloir l'exécuter. Ouais. Et tu choisis pas la voie la plus facile.
Quand quelqu'un tu veux monter un SaaS, un SaaS, tu montes un premier MVP, tu peux même le faire à la mano au début, ou même tu fais une landing page avec des gens qui s'inscrivent, une proposition de valeur, et bim, tu peux lancer et voir si ça marche. Ouais. Là, c'est pas la même histoire. Donc, il s'est passé beaucoup de choses là entre il y a 1 an et demi et aujourd'hui. On va essayer de le séquencer. C'est quoi un peu les différentes étapes? Parce que je suppose qu'il y a eu une étape, il y a eu l'étape de la levée de fonds, il y a eu l'étape surtout les jeux, il faut les designer. Parce que tu peux pas dire, vas-y, on prend ce jeu qui est sur YouTube, qui est ultra produit, machin et tout, et on en fait un jeu dans la vie réelle. Non, ça marche pas comme ça. Non. Il faut designer, il faut trouver le lieu, il faut designer le lieu. Tu m'as montré plein de photos, etc. Ça va être méchant. Incroyable. Il y a plein d'anecdotes aussi sur le lieu. Je m'oublie peut-être d'autres étapes, mais voilà. La première et la plus importante. C'est quoi le rythme? Quand tu as l'idée de ça, déjà, eux, direct, ils veulent me trouver des co-founders. Très compliqué. J'en ai pas trouvé au final. Tu vois, j'ai trouvé une... Ah, donc vous avez essayé quand même? Ouais. Vous vouliez quel profil là? Eux, ils étaient persuadés qu'il fallait un marketeur. Et moi, j'étais persuadé qu'il fallait un mec fou d'un PNL, tu vois. Un fou des chiffres. Qui est hyper terre à terre. Parce que moi, on parlera de l'ambition après. Aujourd'hui, moi j'aime bien dire que je suis un Américain, alors que j'ai jamais foutu un pied sur ce terrain-là, mais c'est de dire j'ai une ambition de ouf, tu vois. Et en fait, de cette ambition de ouf-là, on l'a vu dans les boîtes qui ont été montées. Si t'as pas un mec qui te dit ok, mais attends, qu'est-ce que t'as dans les comptes pour l'instant, tu vois? C'est bien d'en vouloir 100 000, mais si t'as pas 1 euro, t'es dans la merde, tu vois. Donc on s'embrouille un peu là-dessus. Il me présente des gens, mais ça fit pas, je le sens pas. Tu vois, je pourrais pas expliquer. À chaque fois, ils me disent explique. Mais t'es marrant, toi. Tu la trouves belle ou moche, pourquoi? Bah voilà, tu peux pas l'expliquer. Oui, elle a tu vois, le chien, des choses, t'expliques pas. Tu le ressens, ça va pas le faire à long terme, tu vois. Du coup, première étape, on foire. Ça, ils m'en veulent beaucoup. Tu vois, j'ai même cru que, tu vois, ils m'en veulent. Ils me disent putain, Tom, on te présente des gens, ça fit jamais. C'est toi le problème, en fait. Factuellement, peut-être, tu vois. Aujourd'hui, on a continué. Et après, tu as la deuxième étape, c'est aujourd'hui, on voulait faire une marketplace au début dans Merci Internet. On voulait voir les restaurateurs qui n'arrivaient pas à remplir leur resto. Et on voulait leur dire, OK, t'as personne dans les heures creuses, moi je vais t'amener des gens en heures creuses et ils vont faire un concept d'Internet, c'est du marketing en fait. Idée pourrie. Très vite, on a compris qu'en fait, c'était... Ouais, c'est compliqué, hein. J'avais eu Edouard Ossegui au téléphone, je lui avais pitché l'idée. Au début, avant de faire Groupe Paiement, lui, il avait fait le truc avec les cuisines. Tu vois, un Airbnb des dark kitchen, tu vois. Et le mec, il me dit, non mais mec, tu crois que t'as pas compris. En fait, l'humain, là-dedans, ton mec, il arrive, tu vois, tu fais ça dans un bar ou un resto un peu sympa, déjà le resto sympa qui marche bien, il va pas te dire oui parce qu'il cartonne tout le temps, et celui qui marche moins bien, s'il marche moins bien, c'est peut-être parce que le mec est pas très gentil. C'est peut-être parce que c'est un tocard, ouais. Ouais. Et donc en fait, t'es mort. Donc il me dit ça, donc les 2 premiers mois, on part à la chaussette, et donc on dit, on va monter un lieu. Mais quand tu dis que tu vas monter un lieu, moi à l'époque, j'ai 20 ans, 20 ans pile. 20 ans, 21 ans. T'étais vraiment en train de chercher à quel âge t'avais l'année dernière là? Ouais. Tu prends ton âge, tu fais -1. Ouais, non, mais parce que tu sais, j'ai un problème de 2000. T'inquiète. Donc 20 ans, et tu vois, je me dis, moi, monter un lieu, ok. Et je me dis, putain, les financements, tu vois. Enfin, moi, je dirais que quand on me dit un lieu, je dis, ok, mais moi, c'est pas pour 20 mètres carrés, mec. Moi, je m'en carre les saucisses de 20 mètres carrés. Ça sert à quoi, tu vois? Je vois direct le faire grand, tu vois. Donc on en parle avec Maxime, Robin et tout. Ils me disent, ok, avant de monter un lieu, il va falloir designer le lieu. Qu'est-ce qu'on met dedans? Pourquoi? Et là, je me forme, et quand je suis pendant 3 mois. 3 mois non-stop à des heures de podcast. Comment on gère un lieu? C'est quoi un EBITDA? Qu'est-ce qu'un PNL? Comment ça marche? Comment on attire des clients? Mon lieu, il va ressembler à quoi? Pourquoi je veux cette DA? Pourquoi je veux ces couleurs? Pourquoi je veux ci? Pourquoi je veux ça? C'est qu'en fait, je vais en profondeur. Je reste pas à la surface. Non. Maxime, il me dit, écoute, tu veux un lieu? Vas-y. Dès que tu vas me dire un truc, je veux que tu expliques pourquoi tu le fais. Bleu? Ok. Pourquoi bleu? Et pourquoi pas rose? Pourquoi rose et pourquoi pas jaune? Et donc, en fait, tu arrives dans un truc où le mec, tout ce que tu fais, il veut que tu l'expliques. Et là, tu arrives dans une autre DA, tu vois, c'est en mode ok, tu te prends la tête. Mais tu vois, tu te prends la tête, même parfois, tu es sur une feuille blanche et tu te dis, ok, bon, mes collaborateurs, je veux qu'ils parlent comment? Ils disent bonjour comment? Ah, bonjour ou hello ou souris. Et en fait, tu te prends la tête sur tout, que tu en arrives à un moment où tu te dis, mais quand est-ce que je vais pouvoir commencer à le faire, ce putain de lieu, tu vois? Mais au moins, j'avais fait un Notion, j'avais un truc hyper quali. Et une fois que ça s'était fait, on passe à l'étape levée de fonds. Et là, je passe avec Robin. Donc, tu vois, là-dessus, on avait fait nos premiers tests de jeux. Moi, j'avais designé les jeux moi-même par le biais d'une IA. Enfin, je m'étais aidé de ChatGPT, mais j'avais fait un truc bien. Enfin, ça tenait, tu vois, ça marchait. Les gens qui testaient kiffaient. Maintenant, il n'y avait pas ce côté process, tu vois. C'est que ça marchait. Mais si tu voulais répéter, c'est-à-dire que demain, c'est à 14, je vais en mettre 100 d'un coup, ça va être bancal, tu vois. Mais, mine de rien, on voyait que les gens kiffaient, donc ça se passait bien, tu vois. Et donc là-dessus, une fois qu'on a ça, Robin il me dit, ok, les gars, on va élever des fonds, donc on va aller faire du financement bancaire. On a un lieu, ça se finance par la dette bancaire. Je dis, ok, mais pour moi, la dette bancaire, il faut un apport, tu vois. Est-ce que vous vouliez acheter un lieu? Non,
On voulait financer, mais tu vois, aujourd'hui, quand parce qu'il faut acheter un bail et tout. Voilà, un bail, un fonds de commerce, et puis même la location pure, les travaux. C'est très compliqué, tu vois. Donc, on va voir les banques. À ce moment-là, moi, j'avais déjà les 100 000 de The Quest. J'avais l'argent en plus parce que, comme je t'ai dit, il y a Edouard qui est rentré au capital à ce moment-là, donc de The Braderie, qui a cru en une idée à cette époque-là. Et Edouard Caraco, qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Et donc, du coup, moi, je vais voir les banques. Et donc, j'ai un courtier. J'arrive à convaincre un courtier de me suivre, en sachant que le courtier, tu vois, lui, il n'est pas payé si tu lèves pas. Il est payé qu'à la com de ce que tu vas lever. Donc, quand il dit oui, qu'à des projets auxquels il croit. Le mec croit en merci Internet. Il me dit, écoute, je t'ai arrêté, ça va être dur. Mais t'as une énergie, ça peut le faire. Faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que quand tu veux lever de la dette bancaire, en dessous de 200 000 euros, c'est l'agence qui prend le choix. Donc, le mec que tu vois devant toi, il est décisionnaire. Au-dessus de 200 000, il ne sert à rien. Tu peux l'enlever. Il sert à rien, il te dit bonjour, il fait le souriant, il fait le gentil. Mais à la fin, c'est des analystes en haut et il te nique. Voilà. Donc, nous, on va aller lever 400 000. On s'était dit, on va faire 200 000, 200 000. Dans deux banques différentes. Pour rester avec le mec en face de moi, il soit décisionnaire. T'as bien compris que ça a vite pas marché. Ils ont compris qu'on avait mis des dossiers partout. Et donc, en fait, t'es baisé. Tu vois, ils se parlent entre eux. Les banques, ça dure de janvier à avril. Et c'est la plus grosse frustration de ma vie. C'est qu'en fait, je me tue à faire des rendez-vous. Je me tue à convaincre. Je me tue à appeler. Parce que les banquiers, tu vois, mon courtier, il faisait le taf. Mais c'est qu'en fait, c'est un ancien monde. Aujourd'hui, tu dis à une banque que tu fais 30% d'EBITDA dans du physique. Elle regarde pas ton dossier. Elle dit, s'il vous plaît, partez. C'est impossible. Alors à ce moment-là, je vais lui dire, va voir un action game. On fait un bisou à Tarek. Tu vois, il y a des business qui existent qui font de 30% d'EBITDA. Eux, ils y croient pas. Donc du coup, très vite, nous, on doit descendre nos chiffres. C'est quoi? C'est que toi, en fait, dans ton BP, tu dis que tu vas faire 30% d'EBITDA et eux, ils disent, c'est pas possible. En gros, dans les premiers BP, même au pessimiste, même si je mets des charges de malade, ouais, je suis à 25-30% d'EBITDA. Tu vois, c'est du mètre carré que tu vends. Tu as peu de budget marketing, tu fais t'as des minimums de joueurs, minimum qui payent tant. Ça va vite, hein. Mine de rien, t'es à Paris, j'ai beau me rajouter des charges, ça va vite. Et quand je vois ça au courtier, il me dit, non mais t'as pas compris frérot, 30%, non mais tu dégages ça, je peux pas envoyer ça. Du coup, j'augmente tout, je finis à 11% d'EBITDA. Donc j'augmente les charges, c'est pas compliqué, je fous des salaires de partout, tu vois, tu falsifies, j'étais obligé. Et donc j'envoie ça au banquier, on fait les rendez-vous, donc on fait 4 rendez-vous, je suis avec Robin, on pitche bien, je te dirais je me rappellerai toute ma vie, un mec de la banque postale qui me dit, j'adore votre projet, j'en ai parlé à ma femme. Si je le finance pas, je crois qu'elle me quitte. Quand il me dit ça, je me dis, c'est in the pocket. Je sors du rendez-vous, Robin me dit, c'est jamais fait, tu vois. Mais on était confiants. Ça, c'était en février que ça se passe, de l'année dernière, donc il y a pile un an. Et mars, pas de nouvelles, et j'harcèle, moi. J'harcèle. Et quand je suis harcèle, j'ai dit au courtier, écoute, c'est quoi, donne-moi les contacts. C'est bon, ça m'a gavé. Ça fait 3 semaines qu'on me dit qu'ils doivent revenir, 1 mois qu'ils doivent revenir vers moi, personne ne revient vers moi, donc viens, je vais appeler. J'appelle le siège, j'appelle l'expert, j'appelle ci, j'appelle ça, j'appelle tout le monde. Mais vraiment, pendant toutes les semaines, j'harcèle. Tu sais, c'est tous les 2 jours, je t'appelle. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut que tu me donnes un truc. Et j'ai beau t'harceler, les mecs me disent, on revient vers vous, mais a posteriori, tu vois. On arrive mi-avril, je dis, bon, les gars, enfin un offside, je dis, bon, moi, les gars, c'est bon, j'en peux plus. Je comprends pas. Ça fait 3 mois et demi qu'on est dessus. On n'a toujours pas de retour. Moi, je suis frustré là. J'en ai marre. Venez, on va lever de l'argent avec de l'equity. Il dit, non, mais. Ouais, mais ça va être compliqué là. Hein. T'es en 2024. T'as pas de PMF. T'as 20 ans. T'es pas scalable. Enfin, tu sais, quand il m'annonce, je dis, et alors? Venez, on tente. Dans tous les cas, on est niqué là. Donc, venez, on tente. Donc, on arrête les banques. Bah, les banques, je te dis la vérité, j'ai même pas eu de retour. Putain, encore aujourd'hui. Je les ai harcelés, mais quand je suis harcelé, c'est que tu tâtes une bise à mon courtier, il te dira, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai harcelé, mais les sièges, tout le monde. Et les mecs n'ont jamais envoyé un mail en mode refusé. C'est-à-dire que j'ai été mis aux oubliettes. Aujourd'hui, bah, c'est pas grave. Ces banques-là, en tout cas, jamais me financeront. Mais c'est des grosses banques. Hein. Et ça, c'est acté, tu vois. Et c'est horrible parce qu'on a perdu un temps fou. Mais donc, du coup, on part sur l'equity. Et sur l'equity, il fallait faire un deck. Class The Quest m'ont énormément accompagné là-dessus. Moi, je savais pas comment faire un deck. Donc, avec Maxime, le rôle de Maxime et Robin a été stratégique. C'était comment on va faire pour vendre quelque chose qui n'existe pas, mais pour qu'il y ait du charme et que tu aies la FOMO. Moi, je suis en mode, là, aidez-moi, parce que moi, niveau écrit, je suis pas le meilleur. Tu vois. Pour vendre l'énergie, je suis bon, mais alors pour l'écrit, je suis très mauvais. On met 3 semaines et demie. 3 semaines pleines. Hein, à créer le deck. Alors pour beaucoup, ça serait peu, mais quand tu fais que ça, hein, matin, midi et soir, c'est quand même énorme. Hein. C'est-à-dire que le nombre d'heures qui est passé dessus, c'est colossal. Tu vois. Et on y va jusqu'à la virgule près. Tu vois, on n'a pas le droit à l'erreur, on l'a changé 12 fois. Et moi, je deviens fou. Je vais vérité, c'est là où tu vois, on voit l'accompagnement The Quest, là où il m'a changé, c'est... on finit un premier deck au bout de 5 jours, tu vois. Je me dis, ok, nickel, je vais pouvoir partir là. Ah bah de 5 jours à la 3e semaine, c'est que je renvoie le deck, et tu sais, ils me disent, non, t'as pas compris là. C'est quoi ça? Non,
Et tu sais, ils te disent pas ce qu'il faut changer. Ils disent, renvoie-le-moi. Il y a des coquilles. Ok, toi tu te poses dessus. Et quand tu l'as envoyé 15 fois, tu dis, mais elle est où la coquille, bâtard? J'ai tout changé 3 fois. Tu vois, tu te dis, mais j'en peux plus, mec. C'est le truc infini de. Et c'est ça qui a été incroyable, c'est qu'ils te disent pas quand ça va pas. Ils te disent, vas-y, réfléchis. Et donc, en fait, c'est toi qui trouves la solution à la fin. Et donc, à la fin, on a un deck parfait. Et là, je peux commencer à envoyer. Et là, du coup, tu as l'histoire. Hein. Je t'ai contacté, j'ai contacté Tarek, j'ai contacté tout l'écosystème. Du mec qui est dans la franchise, du mec qui est dans la startup, du mec qui est dans la tech, du mec de ci, du mec de ça, Groupe Mimo, Big Mama, tout le monde. Et je me suis fait recal par 90% des gens. On m'a fait des intros. Franchement, pendant 2 mois, j'ai dû envoyer quoi 150 messages LinkedIn par jour. J'avais 16 navigateurs, 100 mails personnalisés par jour. Tu vois, je me tuais à ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le mec qui a changé mon destin et ma vie, hein, qui s'appelle David Amioni. David comment? Amioni. A-M-I-O-U-N-I, qui a monté Keep Cool and Honest. Ok. Donc le CEO maintenant aussi. Et ce mec-là, je lui envoie un message sur LinkedIn, tu vois. J'ai follow j'ai envoyé des messages à toute la franchise, au tacos, tout le monde. Ce mec-là me répond. Au tacos, il est pas à Bordeaux, lui, d'ailleurs? Je sais pas. Mais en tout cas, lui, il m'a jamais répondu, tu vois. Ouais, non, mais moi non plus, il me répond pas. Ouais, tu vois, d'accord. Le mec, là, qui s'appelle. C'est un quebla, non? Ouais. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais moi, je rêverais de le rencontrer, ce mec-là. Ouais. Il répond à rien, j'ai son numéro, j'ai son mail, il répond à rien. Comme toi, jamais, mais je l'ai harcelé. Hein. S'il nous entend, en tout cas, bouteille à la mer, voilà. Écris-nous. Exactement. Et du coup, David, je lui envoie un message, mais quand je te dis bateau, c'est qu'aujourd'hui, j'ai revu, tu vois, parce que toi, on a dit comment t'as fait. Donc, je revois vers les messages, je lui ai envoyé 2-3 messages et 3 mails. Et le message, même pas de. Enfin, tu vois, le message que j'envoie, j'étais tellement fatigué ce jour-là. Je renvoie même pas personnalisé? Non, mais il n'y a même pas le deck. Non, il est personnalisé, mais il n'y a pas le deck. Voici le lien du deck. J'ai pas foutu le lien. Ah ouais, génie. Génie incompris. Et le mec me répond dans les 10 minutes qui suivent, alors qu'il m'avait jamais répondu. Hello, regarde bien parce que là aussi c'est très con. Dispo dans 2 semaines, tel lieu, telle heure, telle adresse. Okay. Je dis ok top, je me chie sur le lieu, je me chie sur l'heure. Je dis bien noté, il m'a dit 15h30, je dis 16h30. Mec, à l'ouest. Et il me dit le 13e, je lui dis le 15e, tu vois. Donc le mec, t'imagines ou pas? Il m'envoie un message, il me répond, il voit un jeune. Le jeune dit ok, bien noté, et il se chie sur l'heure qu'il m'a donnée et l'adresse qu'il m'a donnée. Parce que j'avais tellement de messages et j'étais tellement. Tu vois, je faisais ça tellement partout que je me suis perdu de emmêler les pinceaux partout, tu vois. Mais à la fin, il m'a bien dit, enfin, on s'est bien vu. Donc on s'est vu dans le 12e, et là on se rencontre. Et là, ce mec-là, je me suis pris une claque monumentale. C'est que c'est un mec hyper humain. Donc, tu vois, comme on disait, on en connaît des humains comme Ruben ou comme d'autres. C'est un mec qui, vraiment, c'est un humain. C'est un mec qui sait ce qu'il dit et qui, tu vois, direct me dit « Ok, vas-y, on perd pas de temps, explique-moi ton projet. » Ok. Il n'a même pas vu le deck, tu vois, je lui explique juste l'idée. Lui, ce qu'il kiffe, c'est l'énergie. Et il va très vite me raconter sa vie et raconter son parcours. Il va me dire « Écoute, moi, j'aime ton idée, j'aime ton énergie. » Et il va me poser cette question « C'est qui ton idole ?» tu vois. Alors, tu vois, ça... C'est 50-50. Hein. Soit t'es bon, enfin, soit t'as le même que lui, soit tu l'as pas. Et aujourd'hui, moi, j'ai dit une personne qui vraiment est un idole pour moi, et ça devient même maladif, qui est Bernard Tapie. Je tombe dans la bonne case, c'est son idole aussi. Ce qui est fou, c'est que... Après, tu prends pas énormément de risques. Mais après, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Moi, je me suis souvent fait niquer avec des gens qui... Moi aussi, pour moi, tout le monde peut que aimer le personnage. Tous les gens comme nous aiment Bernard Tapie. Ouais. Mais parfois même, tu vois, je me suis fait avoir avec des gens qui étaient dans cet écosystème-là, qui me disaient c'est un escroc. Je peux pas dire ça, tu vois. C'est pas un escroc en fait, c'est juste un mec qui a dépassé la ligne parce qu'en fait, tu peux pas ne pas la dépasser la ligne. Je suis d'accord avec toi. Là, toi, t'avais à peine 20 ans, tu fais ta première boîte, tu l'as dépassé un maximum de fois la ligne. On a essayé en tout cas. Mais tu vois, quand je lui dis ça, il me dit incroyable parce qu'en fait, il y a 2 générations. Enfin, tu vois, le mec, il se dit j'ai 20 ans, je connais Bernard Tapie, il en a 43. Bon, il y a pas beau, enfin, il y a quand même 20 ans d'écart. Le mec, il avait à ton âge à peu près à son âge, quoi. Tu vois, c'est ça. Et lui, il a monté sa boîte à 20 ans, tu vois. Et donc là, quand je lui dis ça, il me dit ok. Et il me dit bon, t'en es où? T'as levé. Et tu sais pas pourquoi, avec lui, je vais dire la vérité, je vais dire écoute, je galère. Mais je galère bien. Genre vraiment, à tout le monde, je dis non, t'inquiète, j'ai déjà sécurisé. On la connaît, t'es obligé en fait. C'est que les mecs, ils ont la FOMO après, tu vois. Donc, ouais, j'ai sécurisé 300 sur 500, je levais 500 de base. Et lui, je sais, mais tu sais pas pourquoi, parfois ça s'explique pas. Je dis écoute, je galère. Vraiment, je galère et je vais pas te mentir, je vais pas te dire que j'ai levé tant, je galère et tout. Il me dit ok, je vais te raconter une histoire. Ok, là, je m'assois. Et il me raconte son histoire. Il me dit après c'est mon histoire, tu vois. Il me dit écoute, moi quand j'ai 23 ans, j'ai un cabinet de conseil qui cartonne à La Réunion et il y a un copain de la métropole de Paris qui me dit les salles de sport ça explose en ce moment. Je dis ok,
Moi, je comprends pas où il m'amène, tu vois. Et il me dit, ok, il me dit ça. Je dis, ben, j'ai monté une salle de sport à La Réunion. En 3 ans, j'en avais 5. Plafond de verre. Voilà. Ça cartonne. Ça fait un cash monstrueux, mais je peux pas en mettre plus. La Réunion, ça fait pas des millions d'habitants, tu vois. Et il dit, ok, j'ai envie de développer et j'ai envie de me mettre en France, tu vois, en métropole. Et là, j'ai un copain qui me donne le contact d'un mec que moi, je savais pas qui c'était. Il m'a dit, l'oseille, présente-lui ton projet. Donc, le David part à Paris. Il arrive à Saint-Ouen, dans un bureau miteux. C'est beau, hein, tu vois. Il voit un mec. Le mec, il dit, écoute, je rate ton dossier parce que tu connais ce mec-là, mais de base, moi, je vois aucun dossier en dessous de 10 millions. Il va parler, lui, pendant 1 heure avec ce mec. Et écoute bien les choses, parce que moi, il me raconte ça, tu verras instinctivement, tu vas me dire un truc que j'ai dû dire, et que à chaque fois que je raconte cette histoire, tout le monde me dit la même chose. Il me dit, on finit le rendez-vous, il me serre la main. Ok, il serre la main. Donc voilà, comme ça, pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas en Spotify. Il monte dans un taxi, et il reçoit un virement de 2 millions d'euros sur son téléphone, sur une poignée de main. 2 millions d'euros cash. Ok. Quand il me raconte cette histoire, naturellement, tu dis, allez, bon, le storytelling, je n'y crois pas. 6 mois plus tard, c'était moi qui avais ça. Mot pour mot. Même pas 2 mois plus tard. Mais quand il me raconte ça, je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, pour te montrer que ça existe. Qu'aujourd'hui, ce que je te dis, je l'ai vécu et que tu peux trouver des mecs qui te font confiance et qui te suivent. Et tu vois, en fait, direct, il y a une relation. Et quand il me dit ça, je me dis, putain, waouh. Et quand tu vois 2 mois plus tard que le mec, il l'a fait, tu dis, ok, c'est soit un génie incompris, soit plein de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il a voulu, je pense, me donner. Enfin, tu vois, on lui a donné la main. Et donc, le mec, il lead, du coup, en fait, il lead 100%. Levé, quoi, ouais. 100%. Et alors, ils sont deux. Il y a lui, et après, lui, il a rajouté une personne qui s'appelle Raj, qui est une personne incroyable, qui a un gros fonds d'investissement et gestion de patrimoine, pardon, à La Réunion, qui lui aussi est dans ma captable et qui se sont venus à 2 dans le projet. Et donc, mais c'est David qui me l'a présenté. Sans David, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et là, en fait, du coup, grâce à cette locomotive, tu en as plein d'autres qui ont suivi. Donc, c'est là, tu m'as dit qu'il y avait Ruben dedans. Ruben Cohen, ouais, de Follow, qui nous a rejoints. Que j'avais DM plein de fois, mais j'avais pas eu de réponse. Et j'ai eu une réponse en juillet. Oh. Et tu vois, il me dit, OK, j'adore l'idée. Et tu vois, on avait grave une énergie similaire. Et au fur et à mesure, tu vois, on se renvoie. Je lui envoie plein de trucs, plein de nouvelles et tout. Et donc là, il est rentré au capital. En plus, lui, il va pouvoir te donner plein de conseils. Et puis, mine de rien, quand même, toi, l'une des clés de la réussite, ça va être quand même toute la partie influence, la partie market, la partie vidéo, la partie design. Et tout ça, c'est ce qu'il maîtrise à la perfection, quoi. Bah là, on est en train de rechanger toute la DA. Parce que tu vois, il m'a dit, écoute, Tom, Instagram, on va faire ça. TikTok, on va faire ça. Ton personal branding, ça va être ça. Je lui dis, ouais, de ouf. Et donc là, je suis en train de tout changer. Je le revois là dans 10 jours. Non, il a une vision qui est incroyable. Et il a vraiment compris intimement ce que je crée. Et il a vraiment ce côté de... je vois vraiment le plein potentiel de ta boîte. Et donc, du coup, c'est incroyable parce qu'on a la même vision, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, quand moi, je lui montre le lieu et le choix de mon directeur artistique, qui est un choix qui est pas du tout logique. Hein. Quand tu fais de l'entertainment, tu te dis juste, je fais un lieu, le but, c'est que ça crache du cash, on s'en fout que ça soit beau, tu vois. J'ai fait tout l'inverse. Moi, j'ai fait un lieu Instagrammable qui va cracher du cash, mais tu auras la FOMO que tu vas vouloir venir pour communiquer dessus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est ma thèse. Et quand je lui dis ça, il me dit, putain, c'est smart. Je suis le seul. Aujourd'hui, il n'y a pas un mec dans l'entertainment qui a fait ça. Pas un. Et on parlait de, tu vois, Pierre-Edouard Stein qui a son fonds dans le loisir, il investit 2 milliards par an. Ou non, pas dans son fonds, c'est 2 milliards. Et lui investit 250 ou 300 millions par an dans l'entertainment. Tu vois, c'est énorme. Et il n'a pas du tout fait ce choix-là, tu vois. Donc, tu vois, tu pourrais te dire pourquoi tu fais ça. Et moi, j'ai vraiment voulu aller à l'inverse de tout ce qui existait. Donc là, du coup, donc c'est le moment en fait où tu vas designer le lieu et designer les jeux. Même pas. Si je suis la vérité, je signe mon directeur artistique. Et ça a été c'est là où en fait j'ai montré à The Quest que j'avais des couilles. Je signe le directeur artistique. Je signe la nouvelle brand. Je signe tous les prestats à part les travaux pour designer le lieu avant même de lever des fonds. Okay. Donc avec juste les 100 000 euros de The Quest. Comme ça, au moins, tu étais dos au mur, quoi. J'étais dos au mur. Je pouvais pas faire autre chose. T'avais pas le choix que de réussir. Bah ouais, parce que le DA, il me prend une somme. Si je lève pas, j'ai même pas assez pour le payer. Ouais. T'as compris? Donc en fait, et The Quest me dit, t'es sûr? Et parfois, il me disait oui, parfois, il me disait, les gars, dans tous les cas, j'ai tout arrêté. Alors vas-y, je vais les lever, cet argent. Vous m'avez toujours dit que j'avais parlé, que j'avais une énergie. Il y a bien un mec, un jour, qui va me faire confiance. Ça peut peut-être prendre des années. Mais au moins, là, je peux pas reculer, quoi. C'est pas, bon, c'est pas grave, j'ai pas levé, c'était qu'une idée. J'en montrerai une autre. Non, frérot, c'est mon idée. Je sais que ça va cartonner, je sais que je vais le développer, je sais que je vais en mettre partout. J'y vais, tu vois. Et ça a été le bon choix parce que le lieu, on a mis 6 mois à le designer. Donc, t'imagines si j'avais retardé encore plus. Ouais. Aujourd'hui, je serais encore en train de créer le design du lieu parce que toi, les photos que je t'ai montrées,
Enfin, c'est pour créer. Tu vois, si je te montre les photos d'avant, ça n'a rien à voir. Et justement, alors du coup, comment vous vous y prenez pour trouver le lieu parfait qui va pouvoir épouser cette idée? C'est quoi? C'est toi qui t'y mets ou c'est The Quest qui t'aide? Non. Tu fais plein de visites. C'est quoi? C'est la première, la deuxième, la 10e, la 100e? C'est comment ça se passe? Alors moi, je visite en tout. Donc moi, c'est moi qui me suis occupé de toute cette partie-là. Faire The Quest, tu vois, ils sont dans l'opérationnel, mais pas comme toi, tu vois. Ils sont surtout là. On fait des visios, des rendez-vous. Ils sont là pour te mettre un objectif, un cadre, un cap, tu vois. Puis quand ça va pas, c'est là le plus important, de te mettre sur tes vraies problématiques. Donc moi, je vais chercher un lieu, pas compliqué. J'appelle toutes les agences immobilières. J'avais un copain qui était dans l'immobilier qui me dit, écoute, 1 000 € du mètre, c'est pas déconnant. Plus, c'est déconnant. Au moins, ce qui est bien, c'est que j'avais le ratio que tout le monde te dit pas, tu vois. Ok, donc quand je sais ça, je me dis, ok, pas mal, 1 000 € du mètre par an. Parce que si c'est pas moi, c'est un peu complexe. Et tu te mets quoi comme budget? Tu cherches quoi? 200, 250? J'ai même pas de budget, moi. Ouais. En fait, je cherche juste un lieu avec licence 4. Parce que moi, je veux un bar. Parce que je sais que le bar. En fait, moi, je suis allé, tu sais, ça, je te l'ai pas dit, mais je suis allé pour comprendre un business physique, je suis allé voir le PMU, le bar à cocktail, le truc un peu friendly, le truc de Paris Society. Je suis allé voir tout le monde. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est ce qui faisait du cash, c'est le bar. Tu fais entre x5 et x7 de marge. Ouais. C'est choquant. Tu vois. Donc je suis ok, il me faut un bar. Moi, le plus dur, c'est pas d'attirer du monde, parce que si je suis bon, le monde vient chez moi. Quand tu vois que les urbanes, tu sais, les urban soccer et compagnie et tout, 30% de leur chiffre, c'est le bar. Voilà. 30-35. Tu fais du foot, tu vois. T'imagines qui a l'idée après un foot, tu t'es dépensé, moi, j'irais pas prendre une bière. Ah ouais, on dépensait plus dans la bière que dans le foot. Hein. Bah, tu vois, comme quoi. Et donc, du coup, je voulais vraiment un bar. Mais à Paris, une licence 4, c'est impossible. Tu t'as plus de 100 mètres d'une école, plus de 100 mètres d'un bar qui a déjà une licence 4. Ah ouais? Ouais. Ah, mais c'est fini maintenant. Tu peux plus avoir licence 4, à part si elle est déjà dans le local. Et toi, tu voulais absolument ta licence 4? Ouais. En plus, pas que pour le bar. Pour aussi le jeu. Parce qu'il y a un jeu aussi. Cours de pâtisserie arrosé, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, il me fallait la licence 4, tu vois. Et je voulais pas être le mec qui a une licence 3 et qui donne des cacahuètes. Enfin, tu vois, c'est bancal. Si tu marches un peu bien en France, on va te balance. Le mec qui va venir va dire, ah ouais, faut vous donner des cacahuètes? Avec de la pâtisserie? Vous me prenez pour un con? Non, mais vous fermez. Et les gens, ils cherchent pas midi à 14. Parce que si t'as que la licence 3, tu n'as pas le droit. Tu peux faire servir que des liqueurs. Tu peux pas faire de l'alcool fort, sauf si tu donnes vraiment à manger. Et de l'alcool fort, on s'entend, tu vois. C'est bancal. Ouais. C'est bancal. Si nous, on était sur les réseaux, tu vois, s'il y a un peu de bruit, si ça fait un peu de... Ce qui est le but. Ce qui est le but. Moi, je voulais pas jouer avec ça, en tout cas. Ouais. Je voulais pas être dépendant d'un mec qui vient, tu sais, qui te dit au bout de 2 ans, ah, ça cartonne. Alors, nickel. Bah, ça va pas, ça. Et puis, quand le mec, il veut chercher, bah, tu retrouves des couilles. Hein. Ouais. Ah, ça, non, c'est pas aux normes. Ah, ça. Bon, écoutez, on va vous fermer 2 semaines. Vous allez reprendre vos esprits. Puis, vous allez revenir dans 2 semaines avec un nouveau projet qui va répondre à tout. Et avec cette amende, enfin, tu vois, t'as compris, tu vois. Donc, je voulais pas faire ça du tout. Et donc, moi, j'appelle tous les prestats. Et donc, je visite des trucs, mais mec, en plein Paris, Eiffel. Je me dis, waouh, mais moi, je comprends rien. Tu vois. Il me dit le montant à la fin, 40 000 € par mois. Je me dis, ouais, pas si cher, c'est cher. Je sais pas, genre, t'as pas de notion à ce moment-là. Tu sais, tu te dis, ok, 40, ok, 10, ok, 20, ok, t'as. Et au final, donc j'en visite 100. Non, j'en visite 50, pardon. Ouais, non, parce que j'ai fait plusieurs visites. En tout, je dois visiter 100 lieux, mais pas 100 lieux différents. Tu vois, en tout, je dois faire 100 visites. Et je visite grosso modo 50 lieux différents. Et c'est le 3e où je tombe amoureux. 6 rue Marguerite de Rochechouart, 3 mètres de hauteur sur plafond, un sous-sol avec des voûtes, très beau charme, licence 4, pas de droit au bail, directement j'arrive en location pure. Je me dis, il y a une couille, hein. Bah, de base, tu dis qu'il y a une couille. T'apprendras plus tard qu'il y a la couille. Parce que le mec s'est fait virer, parce que la mairie, elle a mis un tampon sur toi, parce que rien n'est aux normes, parce qu'en fait, t'as pas le droit à l'erreur. C'était quoi avant? C'était un bar? C'était un bar, mais il devait fermer à 2h, il fermait à 5h du matin tous les soirs. Ok, ouais. Et son fumoir, c'était dehors. Ouais, ok. T'as compris ou pas? Donc, la rue. Le voisinage devait être. Bah, tous les jours, les flics étaient là. Ok. Moi, j'ai rencontré les flics il y a 1 semaine. C'est pas drôle. Ils m'ont raconté ce qui se passait. Ils m'ont dit, là. T'as un casier judiciaire alors que t'as encore rien fait là. T'as tout compris. Et moi, ça, je savais pas. On a oublié de me le préciser, ça. Ouais. C'est normal. C'est la vie. Et c'est pas grave, tu vois, je prends le truc. Mais le plus dur aussi, c'était de convaincre le bailleur. Parce que même s'il y a cet antécédent-là, le bailleur, lui, il veut un truc concret. Le bailleur, il prend tous les risques avec toi. Hein. Parce que si tu payes pas, tu sais, t'as des mois de franchise. Le mois de franchise, c'est quand tu payes pas ton loyer, donc tu négocies ça. Puis lui, il te met un montant, par mois, ok. Puis il va te dire, ok, c'est quoi ton financier, quoi. C'est quoi tes garanties pour moi? Donc en France, tu dois avoir 6 mois de dépôt de garantie et 3 mois de caution bancaire, 9 mois en tout, du loyer. Donc là, ça a dû te coûter un cash. Donc si ça te fait 10 000 € par mois, c'est à 90 000 à mettre sur un compte et pas toucher. Moi, je vous dis. C'est vrai que les gens sachent, en fait, c'est vrai que ça, c'est le gros problème. Et ouais, on sait pas de tout la ça. location, et c'est pour ça que les coworking et tout, ça apporte une flexibilité ou quoi. Mais moi, j'ai voulu, hein, il y a 2 ans, on voulait prendre un immense lieu pour faire pareil, nos bureaux, coworking, salon de podcast, enfin, studio de podcast et tout.
Et puis, mais rien que des trucs qui coûtent, je sais pas, 9 000 € de loyer par mois. Et en fait, quand tu regardes tout ce que tu dois payer, plus les frais d'agence, plus le truc, moi, je me rappelle, mais il fallait que j'arrive avec 130 000 € sur la table. Ouais. Je fais, mais moi, j'ai pas 130 000 € de cash disponible. En fait, moi, je veux juste prendre un loyer, en fait. Tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc de ouf, ça, quoi. Et personne ne se rend compte de ça. Ouais. Et en fait, et ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de dire au bailleur, en plus de pas avoir tout ça, j'ai pas de BP. Enfin, ce que je fais, il n'y a pas d'exemple. Soit je suis un génie et tu crois en moi, soit je suis pas un génie et je te paierai pas. Alors, tu le dis pas ça comme ça, mais grosso modo, c'est ça. Si ça marche pas. Si ça marche pas, je te paierai pas. Je te paierai pas. Ouais. Et toi, je t'ai immobilisé ton local pendant 2 ans où on t'a pas payé, parce qu'en tout, tu vois, entre le mec qui s'est barré, l'ancien, trouver un nouveau locataire, lui dire oui, faire les process, lui mettre, moi j'ai 6 mois de franchise, tu vois, donc au tout tu perds 2 ans. Si tu payes pas, putain, 2 ans de perdu plus toi tu payes pas, t'es dans la merde. Et donc moi au début, le bailleur, il veut pas. Il est mimole. Non, il veut pas. Puis ensuite, moi, quand je lui dis, vas-y, moi, je fais un rendez-vous. Donc, en février, je dis, vas-y, je le veux et tout. L'agence immobilière, tu vois, moi, j'ai 20 ans et tout. Elle me dit, t'as pas les fonds? Je dis, si, j'ai les fonds. Je dis, j'ai 300 000 sur les comptes. J'avais 80 000, hein. Même pas, 70 000. Et j'ai même pas fait ma levée, tu vois. J'attends les banques. Je dis, ouais, les banques, elles vont me répondre à tout. Mais moi, à ce moment-là, je te dis, j'harcèle les banques, elles me répondent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a until fake it to make it. Là, je le fais vraiment. C'est t'inquiète, j'ai l'argent. Et le mec, il me croit pas et tout. Mais on va dire que ce local, peu de gens le veulent. Et il se dit, bon. Ce mec-là, moi je dis vraiment, je sais que personne ne le veut ton local. Pourquoi? Parce qu'il donne une eau qui est pas passante, parce qu'ok, il y a la licence 4, mais tous les mecs qui avaient la licence 4 qui fait juste un bar, les 5 avant, ils ont tous fait faillite. Donc ils ont la FOMO, les gens ils sont en mode, vas-y, les 5 d'avant ont fait faillite, pourquoi moi j'irai, je vais faire faillite aussi, tu vois, t'as une petite crainte. Je dis, moi il me plaît vraiment. En avril, il m'appelle. Moi j'avais dit à l'agence immobilière, je lui ai dit, écoute, si je rencontre pas le bailleur, il te le filera jamais. Parce que c'est une petite famille, le bailleur, voilà, le bailleur et l'agence immobilière, ils se connaissent très bien, mais il me dit, ça va être compliqué. Je dis, mais il faut que je le rencontre, le mec. T'as vu mon énergie, je vais le convaincre. Il veut pas. Donc février, il lui envoie. Mars, il lui envoie. Et fin mars, début avril, il m'envoie il m'appelle, l'agence immobilière, il me dit, ils veulent te rencontrer. Je lui dis, attends, pourquoi maintenant? Je sais pas, ils veulent te rencontrer. Ok, bon, vas-y. Et donc, moi, j'avais fait tous les rendez-vous bancaires. Je pensais vraiment avoir l'argent dans 10 jours, quoi. Tu vois, j'y croyais vraiment. J'arrive au rendez-vous. Donc là, tu arrives dans les bureaux donc, de Monsieur Madar, qui est mon bailleur. Alors là, c'est un film. Qu'on embrasse, hein, du coup. Qu'on embrasse, qui a cru en moi, qui a des super équipes d'ailleurs. Tu arrives donc en plein Paris, avec une dame qui te donne une serviette chaude, qui te donne une bouteille d'eau. Tu arrives dans une pièce, tu as des œuvres d'art. Tu prends juste une œuvre d'art, tu la découpes en 4, ça te paye ta vie. Grosso modo. Je rigole pas. Table en marbre. Enfin, t'es un mec qui pèse, tu vois. Madar, c'est le plus gros bailleur de Paris. 600 locaux commerciaux, tu vois. Donc, tu te dis, bon, c'est pas le même niveau, tu vois. Et donc, moi, je pensais qu'il avait prévenu, tu vois, ils avaient vu mon dossier et tout. Donc, imagine une table. Bon, ceux qui sont en Spotify, vous imaginez la table. Une longue table, comme dans les films. Moi, je suis en bout. À ma gauche, tu as l'agence immobilière. Et en fait, il me faut attendre 10 minutes avec mon agent immobilier. Donc, on parle et tout. Je suis tellement stressé. Il fait chaud. La table, quand je mets les mains, on voit mes traces de main moite, tu vois. Et là, il y a une première personne qui arrive, qui est une dame, qui me serre la main. Donc, je me lève, moi. Ok. Elle me serre la main. Elle me regarde de la tête aux pieds. Et tu sais, elle fait une tête en mode, il est où le client, en fait? C'est le stagiaire qui serre la main. Donc, elle s'assoit. Et là, au bout de 3 minutes, tu as un autre qui vient, qui lui dirige. C'est lui qui prend la décision à la fin, si oui ou non il te prend. Qui me serre la main et lui même tête, tu vois. Je me dis, ok, sympa. Et là, j'ai fait des rendez-vous bancaires, j'ai fait des rendez-vous d'invest, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Jamais vécu ça de ma vie. Je m'assois. Le mec, il est pas là pour rigoler. Hein, parce que les gens, ils croient que les bailleurs, c'est trop simple. Mais c'est le plus dur. Hein. Il s'assoit, il te dit à la gueule, il te dit, ok, tu fais combien par jour, par semaine, par mois? Argent, client. Tu peux accueillir combien de personnes? C'est quoi ton ci? C'est quoi ton ça? Le mec, il te pose des questions, mais t'as même pas le temps de répondre. Et en fait, toi, tu connais tes chiffres. Mais t'as la pression. T'as si, tu veux convaincre et tout. Donc en fait, on te pose des trucs. Et ce que tu sais pas, c'est que la meuf qui est à gauche, qui est arrivée, elle a l'ordinateur. Tout ce que tu dis, elle note. Donc toi, tu dis, combien de clients? Allez, 12 par heure. Ok. Combien de tuyaux? 4. Ok. Le bar, tu fais combien? 10%. Ok. Et en fait, elle calcule tout. Donc au bout de 25 minutes, il me dit, écoute, toi, tu m'as dit, tu fais quoi? 1 million de CA? Bah, chez moi, il manque 500 000. J'ai commencé, il manque 500 000. Bah, je sais pas, je t'ai posé des questions. Il manque 500 000. Je dis, mais comment ça, il manque 500 000? C'est pas possible. Je veux bien me tromper, mais 500 000, tu peux te tromper sur 50 000. Mais 500 000, c'était pas possible, tu vois. Et là, le mec, tu vois, il me met une pression, il me dit, non, mais, enfin, il rigole pas. Il me dit, bah, on est d'accord que je t'ai posé des questions. Oui. T'as répondu. Oui. Bah, moi, j'ai 517 000. Toi, tu me dis que t'as 1 million. Donc, il manque 500 000. Et là, dans ce moment-là, c'est soit tu dis, pardon, je me suis trompé.
tu ouvres ton téléphone, tu vas dans ton BP et tu le refais, tu perds crédibilité. Ou soit tu restes sur non, je me suis pas trompé. Tu t'es trompé. Donc moi, je reste sur le truc, je me suis pas trompé, c'est pas possible. Je l'ai refait. Et là, tu sais pas pourquoi. L'agent immobilier sort le truc qui me sauve la vie. Mais vous avez multiplié ce qu'il vous a dit par jour. Vous l'avez multiplié par semaine et après par mois. Mais par mois, vous l'avez fait fois 23 jours. Ah non, on a oublié de multiplier par 23 jours. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas? J'en sais rien. On refait, bam, il manquait 50 000 euros. Ce qui est normal, parce que tu vois, mes chiffres, c'est normal. Et il me dit, ok, pardon. Et en fait, là, à ce moment-là, il voit un jeune de 20 ans qui s'est pas laissé faire et qui a dit, non, je me suis pas trompé, tu vois. Et ça a marqué la finalité. Il m'a dit, ok, t'as quand l'argent? Je dis, dans 2 semaines. Il me dit, ok, je te laisse 3. Parfait. Et au final, j'ai signé en septembre. C'était en avril. Et le mec, en fait, on s'est suivi. Il m'a dit, tu me prends pour un grand? Je dis, non, ça arrive. Il dit, ça. Et après, je l'appelle quand moi j'ai l'équipe cool qui vient dans ma captive. Je lui dis, écoute, tu m'as mis combien? 9 mois? On va descendre à 5. Il me dit, non. Je dis, bah si, on va descendre à 5. Parce que là, aujourd'hui, j'ai ce mec-là qui me suit. Il me dit, ok. Et tu m'as mis quoi? 3 mois de franchise? Bon, on va prendre 6. Non. Bah si. C'est pas moi qui décide, c'est lui. Sinon, on le prend pas, le local. Bon, bah, ok. Et donc, tu vois, quand tu as tout ça, tu dis, ok, tu vois, au fur et à mesure, on a eu ce qu'on voulait. Mais c'était périlleux, tu vois, c'était long. Et cette étape, tu vois, un rendez-vous bancaire, ça m'a pas choqué. Mais alors, celle-là, vraiment. Puis toi, tu sais pas, tu vois. Moi, tu penses pas quelle note. Tu poses des questions comme là en podcast, je te dirais, tu fais pas ton calcul instantanément. Bon, le mec à la caméra peut se le faire, il dit, bon, je suis un mytho, il m'enverra un mail, t'es qu'un gros mytho. Et là, c'est devant ta gueule, quoi. Donc là, du coup, tu as enfin le lieu. Ouais. Ensuite, c'est quoi un peu les étapes? Parce que je suppose que là, bon, tu as quand même déjà réfléchi aux jeux que tu voulais faire. Donc maintenant que tu as le lieu, tu vas pouvoir adapter les jeux par rapport un peu à la géographie. Enfin, je sais pas si ça se dit, par rapport à la superficie, comment vous allez le séparer ou quoi. Et là, en fait, comment ça se passe? Est-ce que tu le fais tout seul? Est-ce que tu utilises, je sais pas, un game designer? Comment ça fonctionne? Parce qu'en plus, comme il n'y a pas trop d'exemples, vous êtes obligé de l'inventer, en fait. C'est ça. Du coup. On n'a aucun exemple. Donc moi, au début, déjà avant de lever, j'avais fait tous les jeux. Je savais déjà, moi, j'ai 10 jeux j'ai 10 jeux designés. Et j'en ai 4 que je veux lancer au tout début. Les 4, c'est simple, c'est Cours de pâtisserie rosée, Poker Face, Qui aura le meilleur alibi et Le dernier qui gagne. Poker Face, c'est quoi? Poker Face, c'est vraiment le jeu de YouTube qui va s'inspirer vraiment de la culture YouTube. C'est t'as des aliments dégueulasses et des aliments très bons qui sont hyper trendy. Œufs de 100 ans, Franuit, etc. Le but, c'est de dire, exemple, t'as 2 cloches, ici tu manges bien, ici tu manges pas bien. Ouais, je te le théorise. Hein. Et le but, c'est de pas bouffer. Et le problème, c'est que t'as tes meilleurs potes. Ouais, Squeezie, il l'a fait là quand ils sont au moins 3 ou 4. Voilà. Ils apportent tous les trucs. En fait, c'est qui Squeezie, en fait Michou. Ouais, il y en a, en fait, il est en train de boire de l'eau et en fait, il y en a, il est en train de boire de l'huile, mais en fait, il fait genre c'est de l'eau. Voilà. Grosso modo, c'est un peu ça. C'est dans cette culture. Et là, c'est qui est le mytho en fait, quoi, du coup? Poker Face. Ouais. Le meilleur bluffeur. Ok, et comme c'est que t'es avec tes meilleurs potes, en fait, et que tout est filmé. Ce jeu-là, je l'ai testé hier, tu vois. C'est pour ça que ce matin, c'était un peu compliqué le réveil. J'ai tellement hâte de jouer, putain. tu vois, hier, on l'a testé, mais même pas dans ce studio immersif. Les gens, donc, j'ai des questions précises avec mon game designer, parce que maintenant, j'ai un game designer qui m'entoure et je t'explique un peu plus. Mais tu vois, donc hier, je fais le test. Donc, là, on l'a déjà testé avec 40 personnes. Là, on reteste hier avec une quinzaine de personnes, pardon, parce qu'on a une V2, tu vois. Et tu vois, les gens ressortent, ils me disent, juste pour mettre dans le contexte, il n'y a pas de studio immersif. Tu es dans un QG qui est un coworking. Tu es sur une table qui est une table Décathlon, qui coûte 10 €, sur des chaises qui ne sont pas les mêmes, avec un lit qui est renversé vers le côté, et t'es dans un endroit pourri, c'est très sympa, mais c'est pas immersif, tu vois. T'as mon ordinateur qui a le game design, mais qui est même pas bien designé, parce que y a pas le motion design, il y a pas les finitions, il y a pas d'acteurs, enfin, c'est, tu vois, un truc bancal, tu vois. Les gens, ils riaient, mais à en mourir. Mais c'est qu'en fait, ça crée un truc en toi, où en fait, tu sais, tu vas bluffer, ok? T'as tes meilleurs potes. Tu dis, mais toi, t'es un mytho, toi. Les gars, il y a 10 ans, quand il nous avait dit qu'il est couché avec elle, c'est un mytho. Vous voyez bien qu'il ment. Ah, peut-être qu'il ment. Et l'autre? Non, l'autre, il ment pas. Ah ouais. Et là, quand tu te chies, et qu'il l'enlève, et que t'as un œuf de 100 ans à bouffer, la sensation, c'est en mode espèce d'enculé. Et en fait, ça crée un truc. Et à la caméra, nous, ce qu'on a, parce qu'aujourd'hui, nous, on filme tout, pas pour les gens, pour nous savoir exactement est-ce que tu bugs, qu'est-ce qui est pas clair et tout. Et que ça, avec notre régie qu'on a, parce que moi, aujourd'hui, j'ai mis une technologie régie, je t'envoie ça 48 heures après ton expérience ou 24 heures après. Mais mec, tu tombes par terre. Tu tombes par terre. Parce qu'en fait, t'as le mec qui a pris l'œuf de 100 ans, qui a craché, tu l'as, la vidéo. Le mec qui a pris le piment le plus fort, là, qui pleure, tu l'as, la vidéo. Et on est d'accord, en fait, par exemple, ils ont tous un piment, sauf qu'il y en a un, il y en a 3, par exemple, qui piquent pas, et il y en a un qui arrache jamais à sa mère. Alors, ça sera
dans le jeu Poker Face, aujourd'hui, il est pas designé comme ça. Mais ça, c'est, tu vois, 6 mois plus tard, on va le faire celui-là. Aujourd'hui, nos studios sont un mauvais jeu. J'ai pas compris. Donc, Poker Face, par exemple, c'est comment avec les piments? En gros, je t'explique. Vous êtes 8. Ouais. Okay. T'as 6 duos. Enfin, vous êtes 8. On est 8, il y a 4 duos, du coup. Ouais, 4 duos, grosso modo, mais c'est pas fait comme ça du tout. En fait, vous êtes 8. À un moment donné, t'as le game design qui va dire, OK, vous allez mettre en équipe et vous allez désigner 2 personnes là qui partent, qui vont être les bluffeurs. Donc là, sur 8, tu dis, OK, toi et moi, on part. Okay. On part. On va là-dessus, donc dans le même studio, il y a un côté cuisine. Donc là où tu vas faire tes aliments. Tu as des racks, donc avec des trucs sur mesure. Hein, tout a été créé et pensé pour que ça se passe bien. Donc tu es avec des racks comme tu vois, dans les avions. On te donne ton plateau. Nous, c'est pareil, tu as un plateau qui est déjà fait. Comme ça, tu vois pas les aliments. Tu es en mode, quand il l'ouvre, tu es vraiment en mode. Sauf si tu as vu les vidéos avant. Mais normalement, tu ne tisses pas tout. Et donc, tu vas prendre le premier rack. Toi, tu arrives, tu as le bon et le mauvais, tu as les cloches. Et là, tu as 2 minutes pour faire ta stratégie avec ton pote. Donc là, tu as tes 6 potes qui t'attendent. Et là, le but, c'est que tu manges pas. Okay, donc le but, c'est que toi, tu sais où est-ce qu'il y a le bon produit et le mauvais. Le but, c'est que tu fasses tout pour que les mecs dans la salle, ils disent « Ok, le bon produit, il est là, alors que c'est le mauvais qui le bouffe. » Et toi, t'es en mode gagnant, tu vois. Et donc, tu as 2 minutes pour faire cette stratégie. Et ce qui est fou dans cette stratégie, c'est qu'en fait, par exemple, qui font le truc et disent « Ok, frérot, toi, tu sais où c'est. Tu mélanges tout, moi, je sais pas. » Comme ça, moi, en fait, parce que moi, je sais qu'ils vont me cramer direct. Donc, comme ça, moi, et chacun fait des stratégies. Et même moi, on pensait avoir pensé à toutes les stratégies possibles et imaginables avec mon game designer. Aujourd'hui, hier, j'ai eu des stratégies de baiser, tu vois. Enfin, tu te dis, mais comment le mec, il pense à ça, tu vois. Et en fait, du coup, le but, c'est de bluffer. Et après, on a mis en place des cartes. On s'est inspiré de plein de jeux qui existent, comme le loup-garou et tout, pour qu'en fait, on dynamise, tu vois. C'est-à-dire que toi, à un moment donné, tu vas me dire, OK, donc on est à la 3e partie, t'es bluffeur. Tu dis, OK, t'as une carte, toi, tu peux regarder sous la cloche. OK, donc tout le monde se retourne, tu regardes sous la cloche. Et je vois que tu changes ton jeu. Enfin, tu changes de... tu dis, OK, je vais plus à droite, je vote à gauche. Soit tu me braines, soit tu me braines pas. Moi, j'ai une carte qui dit, OK, moi, je prends ton vote. Et toi, tu prends le mien. Ah, c'est pas mal. C'est qu'en fait, tu vas créer un truc où les gens, ils ont la culture YouTube. Mais tu le sais, tu me l'as dit. En fait, les jeux de YouTube, aujourd'hui, ils ont été faits par des pros. Il fallait que nous, on dynamise. C'est ultra produit et tout, quoi. Il fallait qu'on dynamise, nous. Parce qu'aujourd'hui, t'as que 1 heure. Moi, si tu peux pas faire plus d'1 heure, moi, j'ai mis des process. Sinon, tu peux pas te répéter. Si j'ai un jeu qui fait 1h15, l'autre qui fait 1 heure, l'autre qui fait 1h30 et qu'il n'y a pas de process, bah, je suis pas répétable. J'aurais un lieu qui cartonne, mais pas le reste, tu vois. Et t'as utilisé le bon mot, parce qu'en fait, c'était ma prochaine question. C'était de dire, en fait, de toute façon, on se le dit, tout l'intérêt des business, tu vois, c'est un business, tu vois, on parlait de Gruppo Mimo, de notre ami Edouard Ossegui. Ce qui fonctionne, bah, bien sûr, c'est que la bouffe soit bonne, c'est qu'il soit dans un truc passant, comme ça, les touristes peuvent venir aussi. Mais ce qui marche, en fait, c'est le côté répétable dans un business. Donc, toi, après, j'ai compris là que pour la V1, il va y avoir genre 4 jeux. Ouais. Donc, en effet, t'espères que le mec, il revienne faire le 2e jeu, le 3e jeu, le 4e jeu. Et même s'il a kiffé un jeu, il revient, mais avec un autre groupe, etc., etc. Après, ça va être quoi, en fait? L'idée, c'est d'avoir un catalogue, je sais pas, d'une vingtaine de jeux, peut-être d'une quinzaine de jeux. C'est quoi un petit peu l'idée? Et comment toi, tu vois en fait, un peu cette suite du business, mais même si je dis la suite, alors que vous n'avez pas encore lancé, parce que là, vous launchez quoi, dans 15 jours? Dans 2 mois, dans 2 mois, ça ouvre. Non, la suite, c'est simple. C'est aujourd'hui tous les concepts qu'on a sortis là, ils sont présents dans toute l'Europe. Ouais. Toutes. Donc il y en a juste, faut changer le nom, mais le concept en lui-même, il est présent dans toute l'Europe. Et après, en fait, c'est voilà, nous, on veut développer très vite. Donc c'est-à-dire que si on ouvre et post 6 mois, on voit que ça cartonne, on va directement développer l'Europe. Donc en propre. Donc on va développer Londres, Madrid, Amsterdam, Lisbonne et il m'en manque un. Bien sûr, Berlin. Donc on développe l'Europe. Une fois que c'est développé, on développe la franchise. Ok. Dans les 6 ans qui suivent, donc on en met partout. Et après, moi, le but, tu vois, mon rêve ultime, c'est d'aller me poser dans, tu vois, j'ai quel âge? 21, à 28, tu vois, ou à 27. Je suis à New York, Manhattan. Il y a Museum of Ice Cream qui fait 800 mètres carrés. Je suis à côté. Moi, quand j'avais 21 ans, c'était mon rêve. Et là, je suis à côté de lui. Et j'ai 800 mètres carrés. Et il y a Merci à Internet. Ça, c'est le rêve ultime. Parce qu'aujourd'hui, le projet qu'on a avec Merci à Internet, bah, aux États-Unis, c'est même pas ça explose. Tu vois, j'en parlais avec David, qui est mon investisseur. Il me dit, mais quand ça va cartonner, frérot, j'ai le plug parfait pour les États-Unis et t'es pas prêt. C'est que là, c'est pas un développement un par un. C'est qu'en fait, là, tu dis à un mec, tu viens, et lui, il va développer avec toi et vous allez inonder le marché. Et aux États-Unis, ouais, tu peux en mettre à New York, tu peux en mettre 4 dans le même endroit. Tu vois, c'est que c'est des gens qui sont vraiment addicts et qui kiffent l'entertainment. Et rien que le fait qu'ils soient filmés, mais tu dis ça à un Américain, il s'en fout du jeu. Ils s'en fichent, il vient.
si en plus ils voient que les gens rigolent. Donc non, l'ambition elle est folle aujourd'hui. Voilà, moi comme je dis souvent, je veux faire un WeWork mais sans la chute quoi. Alors c'est très drôle et très facile à dire et peu à faire. Bon, j'ai pas fait l'erreur de faire croire que j'étais scalable. Je suis répétable, je le dis à tout le monde. Je fais pas croire à tout le monde que je suis une start-up, je suis une entreprise. Voilà, pas PME, mais voilà, c'est un ancien business. C'est un business qui fait du cash. Parce qu'en tout cas, si t'en fais pas, tu meurs. Comment ça va plus vite. Et le but, c'est de se mettre vraiment partout et de vraiment développer l'entertainment et que tu vois demain, dans 10 ans, on me dise en fait, se divertir, c'est pas boring, c'est stylé. Tu vas faire un Mercedes, putain, c'est charmé. Ouais, tu vas faire un bowling. Alors que la Nice 7 qui est à Londres ou en Angleterre, tu vas faire un bowling, t'es stylé. Tu connais un mec en France qui dit je vais faire un bowling, tu le regardes en mode ah ouais, t'es stylé. Moi, même si c'est cool le bowling, mais en effet, c'est pas stylé. C'est pas stylé, c'est pas charmé. C'est pas cool. Tu vas pas mettre la FOMO à ton pote, ah j'ai fait un bowling, sympa, j'ai bien fait de pas sortir. Ouais. Tu vois. Non, mais je vois très bien. On va être obligé de conclure parce que du coup, t'as un rendez-vous après. C'est ma faute. On a mis du temps à commencer. Juste l'inauguration, le launch, parce que là, en fait, ça doit te tarder de là, parce qu'en fait, ça fait 1 an et demi que que tu bosses sur le truc et t'as pas encore le côté vraiment palpable avec des vrais clients qui payent pour ton truc et qui kiffent. C'est quand l'inauguration? Parce que là, on tourne, on est mi-février. Ouais. Je sais pas encore quand est-ce que l'épisode sortira, mais on va aller vers une ouverture mi-avril, tu vois, donc pile dans 2 mois. Les travaux seront finis avant, mais moi, je n'ouvrirai rien tant que mes jeux sont pas parfaits. En tout cas, parfaits pour les gens qui le testent, ça sera jamais parfait pour moi. Mec, si t'as besoin de testeurs avant, mec, je suis trop chaud. Hein. Bah écoute, là aujourd'hui, on teste tout dans les studios, donc on essaye vraiment de prendre des gens, tu vois, on a une base de données de 1500 personnes qui ont inscrit sur la whitelist, on les prend jamais eux, tu vois, parce que eux, faut que quand ils arrivent, ils aient direct le truc waouh, tu vois. Donc non, franchement, pendant 2 semaines, quand les studios vont être finis, on va tester. Hein. Donc, pendant 2 semaines, ça va être full. Tous les jours, matin, midi, soir avec mon game designer. Donc non, je te dirais avec plaisir, comme ça, peut-être que tu auras un studio de podcast à ce moment-là, enfin tu feras ton podcast avec des gens, je te dirais vas-y, passe, prends une équipe de 6, vous venez tester, c'est pour moi, je vous ferai un cocktail à la fin, tu me dis si tu kiffes. Si tu kiffes pas, on retarde encore l'inauguration, mais j'ai été clair avec mes invests. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'on va faire un truc de ouf, que les jeux vont être charmés. Mais s'il y a un jeu où j'ai un doute, en tout cas, j'ouvre, mais je l'ouvre pas lui. La porte, elle est fermée. Le mec, il me dit, je peux y aller. Je dis non. Je l'ouvrirai quand je serai sûr que j'aurai un taux de satisfaction de 90%. Trop cool. Où est-ce qu'on suit le projet? Où est-ce qu'on te suit toi, Tom? Écoute, je vais développer mon personal branding là sur Instagram. Donc, l'OTR. Sur Instagram. L-O-T-H-A-I-R-E. J'aurais aimé, mais ça c'était déjà pris. L-A-U-T-E-2-R-E. Instagram, TikTok. Et après, sinon, pour le projet en lui-même qui va vraiment inauguration, etc. Et on va montrer pas mal de choses très rapidement. Merci Internet. Sur Instagram, TikTok. Et sinon, sur le reste, normalement, LinkedIn, Tom Lothaire. Ok. On peut suivre tout ça. Non, en vrai, on est actif. Je suis actif. Sur Instagram, on est actif. Donc, si les gens sont chauds, voilà, qui s'inscrivent à la newsletter. Et puis voilà, la partie B2B aussi. Donc, ils vont sur merciinternet.com et là, il y a pareil, ils peuvent s'inscrire et tout. Quoi. Ouais, ils peuvent s'inscrire. Et pour la partie B2B, il faut juste, soit tu m'envoies un message sur LinkedIn, soit on a déjà des contrats signés avec des entreprises pour être team building. Donc, s'il y en a qui sont chauds, qui me contactent. Trop cool. En tout cas, merci beaucoup Tom. J'ai trop kiffé ce début d'histoire. C'est vrai que c'est rare de faire un podcast où on passe le temps à parler d'une boîte qui est en construction et qui n'a pas encore totalement lancé. Ouais. Mais tu vois, la preuve là, si on n'avait pas été stoppé, on aurait pu encore parler pendant au moins 1 heure ou 2. Ouais. Hâte de voir tout ça. Je vais faire une petite mention légale de fin de podcast. Si vous m'écoutez en audio, hyper important, le 5 étoiles, hyper important pour le référencement. Si vous êtes sur YouTube, un like, un commentaire et surtout cliquez sur ce putain de bouton s'abonner. Ça coûte rien. C'est vrai que c'est ouf ça. Hein. Moi, tu sais que j'ai pas du tout cette culture-là de pas en fait engager. Tu vois, même par exemple, moi, maintenant que je te connais, tu vois, parce que là on vient de passer plus d'1 heure ensemble, moi demain je te vois sur Instagram, LinkedIn ou quoi, même si j'ai pas le temps de lire, par principe je like. En fait, tu vois. Enfin, je suis pareil que toi. Ça prend 2 secondes et YouTube, c'est vrai que moi j'ai pas le truc. Enfin, en fait, je suis souvent sur mon ordi et tu sais, je sais pas que je m'abonne pas, c'est que pour moi je suis déjà abonné. Je sais pas si t'es dans mon référencement et que je te connais, pour moi je suis abonné. Et en fait, parfois je me rends compte, putain, il y a des mecs que j'ai depuis 10 ans. Et moi, c'est parce que j'ai une chaîne et que maintenant en fait j'ai les réflexes de toujours regarder. Je dis vas-y, tu sais, mais même pour les gros youtubeurs, genre qui ont 1,5 million, je fais vas-y, de la force frérot, c'est pas grave, je ferai le 1,501,000. Il y a pas de problème quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est une vraie culture assez différenciante. Mais donc, franchement, les gars, likez, abonnez-vous, mettez des commentaires. Soutenez les gens qui entreprennent, qui créent du contenu. Tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez consommer gratuitement. Un petit like en échange. C'est que dalle. C'est maintenant. Allez, le like, les 5 étoiles et incroyable. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Tom. Merci à tous. À bientôt sur La Chapelle Radio et ciao, ciao. Bise. Hop.